Et voilà, bonsoir, je suis Laetitia Trio et ce soir je reçois pour l'Académie de la Nouvelle Vie Marie-Lise Trécourt. Bonsoir Marie-Lise, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de t'avoir chez nous à Moi aussi, je l'Académie. suis ravie. Merci de m'accueillir. Alors, avec plaisir, avec plaisir. Et ce soir, tu vas nous parler de ce qui nous fait rêver en C'est fait. ça. Et- Je vais parler de la réalisation des rêves et je me dis que c'est un sujet qui finalement parle à tout le monde parce que qu'on ait déjà des rêves en tête ou qu'on sente juste qu'il manque quelque chose à notre vie, finalement, le rêve fait partie de notre existence. C'est ça qui l'ensoleille un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce sujet-là ce soir. Super. Et donc, tu te définis comme coach et auteur en réalisation des rêves. Tu as publié un livre. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Alors, je me dis que pour en parler, je vais d'abord te parler de moi, pas vous parler de moi, D'accord. si tu es d'accord. Alors, on Euh, va prendre juste une seconde pour vérifier que tout le monde nous ah, entend et nous voit correctement. Et il y a déjà plusieurs personnes qui sont connectées sur le chat. Il y a Sylvie qui nous dit bonsoir d'Aix-en-Provence. Jean-Cis qui dit bonsoir de Sisteron. Samadou, Steve qui nous dit bonsoir les filles, bonsoir à tous. Et il y a plein d'autres personnes qui pour l'instant n'ont pas encore pris possession du chat, entre autres Alex, Anne, Aurélie, Bernard, Chantal, etc., etc. Donc bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si vous nous entendez, nous voyez bien? Alors, Jean-Cis qui nous dit son et image, ok, super. Ben voilà, c'est parfait. parfait. Je t'en prie. Parle-nous. Alors, euh, en fait, je suis, pour me définir, je suis maman de deux adolescents et jusqu'à encore quelques années, j'étais cadre dans une grande entreprise. Je suis mariée, j'ai une maison, tout ça. Donc, tout allait très bien dans ma vie, jusqu'au jour où mon corps m'a fait comprendre que ça n'allait pas si bien que ça. Il m'a montré qu'il y avait un dysfonctionnement dans ma vie. Donc, je suis allée voir, par rapport à ces petites maladies que j'avais dans mon corps, tout un tas de docteurs qui m'ont dit que ce n'était pas physiologique, c'était mon stress, en fait, qui avait provoqué tous ces problèmes qui m'empêchaient de marcher, de me lever, de tout un tas de choses. Et ça, je ne l'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté que finalement, je puisse jouer contre mon propre camp, que je puisse me faire du mal, que je puisse m'empêcher de faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, je suis allée voir tout un tas de thérapeutes. Je suis allée voir, j'ai expérimenté différentes techniques en fait. Et le développement personnel, c'est quelque chose qui m'a passionnée depuis toujours, on va dire. Mais comme beaucoup peut-être, je ne mettais pas forcément tous ces principes en application. Hmm. Et là, bon, je suis rentrée dans le vif du sujet. J'ai mis davantage en application, j'ai testé. Et parallèlement, je me suis dit que pour comment dire, pour compenser ce stress, je devais ajouter du plaisir dans ma vie. Et ce plaisir, je l'ai trouvé dans l'écriture, qui est en fait ma passion de petite fille. Je l'ai repris donc il y a quelques années. J'ai commencé par écrire des nouvelles, et puis les nouvelles sont transformées en romans, et donc je suis devenue écrivain. J'ai réalisé mon rêve de petite fille, et j'ai même quitté mon travail pour pouvoir m'y consacrer. Et je me suis dit que c'était dommage finalement de, de garder ça pour moi, ce parcours que j'avais expérimenté. Je voulais le partager avec d'autres personnes enfin, dans l'espoir qu'elles puissent à leur tour réaliser leurs rêves. Et donc, j'ai écrit ce roman, dernier roman. Alors, on le voit à l'envers. Le titre, c'est Vise la Lune et au-delà, qui est paru chez Erol le 5 juillet dernier. Et donc, on va suivre Estelle, qui est une femme de 39 ans, qui pareil, avait un manque dans sa vie, avait l'impression qu'il manquait quelque chose, et elle, comment tout vous dire, euh, elle va expérimenter elle aussi différentes choses, des choses que j'ai expérimentées à mon tour, pour se connaître elle-même et pour oser être enfin elle-même et pour réaliser ses rêves. Super. Voilà l'histoire de ce livre. D'accord. Bah, écoute, merci de ta présentation. C'est vrai que bah, moi, pour le coup, qui travaille dans le domaine du développement personnel le reste du temps, c'est vrai que bah, je vois effectivement que les personnes qui ont commencé à se mettre dans ce cheminement-là, la plus grande difficulté souvent, c'est de réussir à mettre en œuvre et en mouvement bah, les principes qui sont proposés. Et c'est intéressant d'avoir justement un retour d'expérience en ce sens. Merci pour C'est ça. ça. Et Alors, pardon, oui. non, non, vas-y, vas-y. Alors, si tu veux bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, est-ce que tu peux nous parler ben, justement
du vif du sujet et comment réaliser ce rêve de vie. Alors, j'ai préparé quelques diapos, quelques slides que je vais vous partager. Donc, quels sont les objectifs finalement de cette conférence? Déjà, j'aimerais bien qu'on fasse le point sur nos rêves. On va essayer de définir ce qu'est un rêve. Et ce que je vais vous demander déjà, à vous qui m'écoutez, c'est de me mettre dans les commentaires ce qu'un rêve représente pour vous. On n'a pas forcément la même définition de ce mot-là. Et pour commencer, voilà, j'aimerais qu'on fasse le point là-dessus. Qu'est-ce qu'un rêve? Et dans un second temps, nous allons voir si tous les rêves doivent être réalisés. Est-ce qu'un rêve, un fantasme, c'est la même chose? Est-ce qu'un rêve, un projet, c'est la même chose? Donc voilà, on va faire le point là-dessus dans un premier temps. Ensuite, nous allons, si vous le voulez bien, construire votre boîte à rêves. En fait, c'est une boîte, virtuelle ou pas d'ailleurs, qui va contenir l'ensemble de vos rêves et on va voir comment on peut la construire. Ensuite, on va définir vos 3 rêves. On va essayer de dépasser vos peurs en comprenant le mécanisme des peurs et en transformant vos blocages, vos freins, en accélérateurs. Et ensuite, je vous propose de passer à l'action, tout simplement, parce que comme tu le disais, Laetitia, l'important après, c'est de mettre en application les choses. Donc, c'est ce que je vais vous proposer de faire. Alors, cette conférence s'organise autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est oser rêver. Et là, je vais m'adresser à tous ceux qui ont déjà un rêve, un projet en tête, mais aussi à tous ceux qui n'en ont pas, comme je disais tout à l'heure, et qui ressentent le besoin de quelque chose de nouveau dans leur vie, qui ressentent le besoin d'un peu de piment peut-être dans leur vie, quelque chose qui les fasse vibrer. Donc voilà, on va essayer de comprendre ce qui vous manque et pour ceux qui n'ont pas encore de rêve, de voir quel rêve vous pourriez réaliser pour enchanter votre vie. Alors, je te coupe juste un instant parce que je pense que tu as essayé de changer de diapositive et on voit toujours la première diapositive. Oh, c'est embêtant. Ouais. Première partie, oser rêver. Deuxième partie, oser y croire. Parce qu'à un moment donné, quand on va commencer à imaginer qu'on va réaliser ce rêve-là, notre ego va entrer en jeu et va nous dire, mais attention, c'est peut-être un peu dangereux ce rêve-là, et peut-être que tu ne vas pas y arriver, et pour qui tu te prends, voilà, il va nous donner tout un tas d'obstacles finalement, pour notre bien, croit-il en tout cas, et là, on va voir comment on va pouvoir le contourner ces peurs qui nous habitent un peu tous. Et dans la deuxième partie, nous allons, comme je disais tout à l'heure, oser le réaliser, on va passer à l'action. Vous allez voir dans cette conférence, j'ai mis quelques citations de Walt Disney parce que finalement, il a dit pas mal de choses intéressantes. Et voilà, cette phrase, c'est pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commence par la rêver. En fait, tout commence par un rêve. Un chef d'entreprise, avant de monter sa boîte, il commence par la rêver. Il commence par imaginer quel produit il veut vendre, par exemple, comment il veut le vendre, quelle communication il va mettre derrière, comment, voilà. Et tout ça, ça part d'une feuille blanche, ça part d'un rêve au début. Un rêve, ce n'est pas forcément, comme on disait tout à l'heure, une lubique, un fantasme, quelque chose d'illusoire ou complètement fantasmé. Donc, on va… hop, ça marche toujours, ça marche toujours. Ouais, ça marche. Voilà, donc c'est dommage, vous avez déjà la réponse à la question qui doit apparaître normalement dans un second plan. Mais je vais en profiter pour voir vos réponses sur… c'est marrant, parce que là, c'est plus la bonne diapo. Ouais. Et là, c'est la bonne. Voilà, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je voulais voir quelles étaient vos réponses à ma question. Qu'est-ce qu'un rêve pour vous? Est-ce qu'on a des réponses là-dessus? Alors, on a eu des réponses avant où Nadia nous disait un rêve pour moi et ce que je voudrais réaliser, le projet d'une vie. On a eu une question aussi en retour qui disait est-ce l'attraction? On va en parler. Phil qui nous disait un rêve, c'est ce qui nous semble utile pour nous compléter. C'est une jolie phrase. C'est la différence entre le rêve conscient et le rêve inconscient. Voilà ce qu'on a pour l'instant sur les rêves. Et voilà. Ok, bon. En fait, pour moi, et la manière dont on va considérer les rêves dans cette conférence, un rêve, c'est un projet qui va m'apporter plus de plaisir, de sérénité et de liberté, et dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir. Il y a quelque temps, j'envoyais un sondage sur mes réseaux sociaux et je demandais si vous réalisiez le rêve que vous avez en tête, qu'est-ce qui vous apporterait, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous apporte en priorité? Et c'est le mot plaisir, en fait, qui arrivait en priorité. Les gens cherchent à avoir plus de plaisir dans la vie d'une manière générale. Ça n'étonnera personne. De la sérénité aussi.
Donc ça, je pense que c'est à contrario du stress finalement, et de la liberté. Je pense que c'est une valeur qui nous anime tous. Et voilà, c'est pour ça que j'ai repris ces trois mots-là, parce que je pense qu'un rêve doit aller dans ce sens-là finalement. Un rêve doit nous apporter ces choses-là. Mais ça ne doit pas en rester là. Un rêve est un projet dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir. Sinon, ça reste une lubie, ça reste une idée folle. L'autre jour, je regardais une vidéo de Will Smith qui disait qu'on l'avait apostrophé dans la rue en disant ah, je vous adore et je veux absolument devenir acteur, moi aussi. Je veux vraiment, vraiment faire ça. Et il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais pour devenir acteur? Est-ce que tu as vraiment envie de travailler là-dedans? Est-ce que tu veux vraiment t'investir et tout donner et faire preuve de rigueur pour ça? Et quand on pose cette question-là aux gens, finalement, non. Finalement, on a ce rêve en tête, mais on ne fait rien pour le réaliser. Quand je suis en dédicace aussi, on me dit, ah, moi aussi, je veux devenir écrivain, mais bon, je n'ai pas le temps. Clairement, je n'avais pas le temps non plus d'écrire mon premier roman avec mes 2 enfants, mon travail à temps plein. Mais voilà, il y a des moments où le rêve, on a tellement envie qu'il se réalise parce qu'on a tellement besoin, ça devient un besoin de plaisir, de sérénité, de liberté, que finalement, ces obstacles-là, on arrive à les contourner. Voilà, donc l'envie de s'investir, pour moi, c'est primordial dans la réalisation de ce rêve. Ouais, d'ailleurs, ce qui revient souvent, c'est cette notion d'idéal. Hein. Je vois qu'il revient aussi dans les réponses qu'il y a eu entre-temps. C'est un idéal, un objectif de vie. Phil qui dit oui, le plaisir, mais c'est aussi être vraiment soi. Oui, c'est ça. On va en reparler tout à l'heure. Pour réaliser son rêve, il faut d'abord apprendre à bien se connaître et ne pas vivre dans des illusions aussi. Alors, souvent aussi, on me dit, ah, mais moi, je n'ai pas de compétences particulières pour réaliser mon rêve, ou moi, je n'ai pas d'argent. On a toujours des freins comme ça, des bonnes excuses, en tout cas, pour ne pas passer à l'action, pour ne pas réaliser notre rêve. Je voudrais vous raconter juste 2 anecdotes. Je voudrais vous parler d'une petite fille qui habitait dans les quartiers sud de Chicago, une petite fille noire, qui, malgré ses efforts, n'était pas très bonne à l'école. Mais ses professeurs lui disaient, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Déjà, si tu arrives, déjà finir l'année, avoir l'équivalent du bac peut-être, et trouver un bon mari, tout ça, c'est bien déjà. N'aie pas de trop grands espoirs, n'aie pas de trop grandes illusions. Tu es une petite fille noire aussi, n'oublie pas que voilà, c'est compliqué pour toi. Donc, ne rêve pas trop haut. Mais heureusement pour cette petite fille, elle avait une mère qui disait, si ça peut être fait, tu peux le faire. Et cette petite fille, et son père disait, tout est possible. Cette petite fille a décidé d'écouter ses parents, et elle a bien fait. Elle a continué à travailler encore plus dur finalement, cette petite fille. Elle a réussi à avoir ses diplômes. Elle est même rentrée à Harvard pour suivre des études de droit. Elle a intégré un cabinet prestigieux d'avocats à New York. Et l'un de ses premiers clients s'appelait Barack Obama. Et oups, voilà, ça va trop vite. Cette petite fille s'appelait Michelle, elle s'appelle toujours d'ailleurs. Et quand Barack lui a dit, donc ils sont tombés amoureux, Barack lui a dit à un moment donné qu'il voulait être président des États-Unis. Et au lieu de rire finalement, parce que à cette époque-là, rappelons-nous, un noir président des États-Unis, quand même, c'était peu probable, elle lui a dit, si ça peut être fait, tu peux le faire. Tout est possible. Et elle a soutenu jusqu'à ce qu'il ait le destin qu'on lui connaît. Et une autre personne dont je voudrais vous parler, c'est ce monsieur que vous ne voyez pas. Non, la diapo n'a pas changé. Hein. Je profite. Voilà. En fait, il faut que je la superpose. Voilà. Donc là, vous voyez Michel sur le côté. Et donc, ce monsieur à côté s'appelle Philippe Crozon. Et Philippe Crozon, un jour, est monté sur son toit et il a été électrocuté en touchant les fils électriques. Et quand il s'est réveillé, donc amputé des bras et des jambes au niveau des genoux et des coudes, il s'est dit, j'ai 2 solutions. Soit je me laisse mourir, soit je trouve un défi. Je me lance un défi, mais vraiment un défi de fou, un défi de dingue, qui me pousse à avoir envie de vivre, qui me pousse à me dépasser, à montrer que je suis encore vivant, que je peux encore faire des choses. Et il a eu l'idée, facile finalement, de traverser la Manche à la nage. Quelque chose que, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je serais incapable de faire, bien sûr. Lui, il l'a fait, alors qu'il n'était pas du tout sportif, ce n'était pas un athlète du tout. C'était une personne, j'allais dire, comme tout le monde. Il s'est entraîné, il a cherché des équipements, comme on le voit sur l'image, pour pouvoir bien sûr nager correctement. Il s'est entouré d'une équipe, il a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver et il y est arrivé. Et je crois que c'est 2 ans plus tard, il a même fait le Paris-Dakar. Donc, je me dis que si cette petite fille noire est devenue première dame des États-Unis et si ce monsieur amputé des 2 bras, des 2 jambes ont réussi à faire ce qu'ils ont fait, nos rêves à nous qui sont
peut-être un peu moins excessif, un peu moins ambitieux, on peut trouver des solutions pour y arriver et arrêter de se trouver des excuses, se cacher derrière nos excuses finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. À partir du moment où notre rêve est clair et qu'on a une vision de ce qu'on veut en faire et comment on aimerait que ça se passe, si on a la foi, parce que c'est surtout ça, hein, le côté d'avoir la foi, continuer, persévérer. Moi je vois tellement de gens qui, à la moindre difficulté, disent ah ça marche pas, c'est que c'est pas ma voie. Alors que non, ce qui est important c'est d'être constant et la foi, c'est aussi des fois accepter d'arriver à réaliser ce rêve en prenant un chemin qui est un petit peu différent de celui qu'on avait imaginé au départ. Complètement. Et ça, on va y revenir. Alors, ça marche. Donc, dans le sondage que j'ai fait, 84% des personnes interrogées estiment donc qu'il manque quelque chose à leur vie pour être épanouies. Et parmi elles, 65% n'ont pas de rêve précis ou ne savent pas comment le réaliser. Donc, on va arriver à ce que je vous ai promis tout à l'heure, c'est-à-dire construire votre boîte à rêves. Donc, on va prendre un instant pour imaginer que tout est possible. On va se mettre dans la peau d'un enfant qui croit à tout. Tout à l'heure, l'autre jour, j'ai lu dans le métro une phrase, la personne qui a gagné le prix de la poésie RATP. Si je me rappelle bien, c'était « Enfant, nous ne doutions pas de nos ailes, mais nous doutions de la force du vent ». Enfant, on pense que tout est possible et tout est réalisable. Et là, on va se mettre dans cette position-là et arrêter d'imaginer tous les obstacles et les freins et les choses qu'on met généralement en face. Et on va se poser des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment réaliser? Que voulez-vous éliminer de votre vie? C'est important aussi. Mais aussi, quelles sont vos valeurs et vos indispensables? Parce qu'il ne s'agit pas de tout faire sans tenir compte de ce qui on est et de ce qui est important pour nous. On ne va pas courir tête baissée dans un projet qui finalement ne nous correspondra pas. Alors, on va je vais vous proposer 3 petits jeux. Donc, si vous avez un cahier à portée de main, un petit crayon, vous pouvez le faire. On va constituer notre cercle de la vie idéale. Donc, au centre, ça marche là, voilà. Au centre de ce cercle-là, vous allez écrire ce que vous souhaitez désormais être, avoir ou faire. Vous allez noter aussi tout ce qui est important pour vous et quelles sont vos valeurs. On va y revenir. Je vais vous donner des exemples. Et dans cette ellipse, qui va ressembler à un œil, sur le côté, ce dont vous ne voulez plus et ce que vous voulez éviter aussi. Il y a des choses qui nous pèsent, mais on sait qu'on ne peut pas complètement les éliminer de notre vie. Et c'est bien normal. Donc, on peut essayer de les éviter. Je vais vous donner un exemple. Mon exemple, finalement. Ce que je veux, c'est plus de liberté. Pour moi, c'est ma valeur principale. Je veux l'indépendance, qui est un peu son corollaire. Je veux être utile aux autres. Je veux apporter plus de joie de vivre. Je veux aussi des relations sociales épanouissantes. Je veux surtout avoir l'occasion d'exprimer ma créativité et je veux toujours plus de temps pour moi. Ce que je ne veux plus, alors c'est écrit petit, mais vous voyez, je ne veux plus de pression managériale. Je ne veux plus de monotonie dans ma vie. Je veux surtout un travail qui ait du sens. Je ne veux plus de vie déséquilibrée. En tout cas, je en veux moins. Je veux diminuer mon stress et, anecdote, je ne veux plus de bouchons pour aller travailler. Voilà, ça, c'est important quand même. Non, mais je suis ça va avec le stress. Pour le coup. Parce que je me suis fait la réflexion la dernière fois, je devais aller à une réunion et ça fait très longtemps maintenant que je prends plus les bouchons. Et je me suis dit, ouais, mais attends, il y a 50 sacs tous les matins. Tu prenais ce bouchon-là, là maintenant il t'insupporte. Et je pense exactement comme toi. C'est ça. Et voilà, ça c'est mon cercle de vie idéal. Donc je vous encourage à faire le vôtre. Vous n'avez certainement pas les mêmes indispensables que moi, peut-être pas les mêmes valeurs, c'est bien normal. Vous n'avez peut-être pas les mêmes choses qui vous pèsent que moi. Peut-être que les bouchons vous aimez bien parce que vous en profitez pour méditer, je ne sais pas, ou pour écouter de la musique. Mettez dans ces 2 cercles-là, ceux qui vous importent et ceux qui vous insupportent, finalement. Voilà, ça c'est le premier petit jeu déjà pour faire le point sur qui on est, quelles sont nos valeurs et ce dont on ne veut plus dans notre vie. Un deuxième petit jeu, c'est de revenir en enfance. Essayez de vous rappeler quand vous étiez plus jeune, plus petit ou à l'adolescence, ce que vous faisiez le dimanche après-midi ou pendant les grandes vacances
À mon époque, il n'y avait pas de jeux vidéo, les chaînes de télé diffusaient des programmes peu intéressants pour les enfants et on devait s'occuper tout seul, en fait, la plupart du temps, même si on avait quelques amis quand même. Mais il y avait ces moments-là où on s'ennuyait et pour éviter de s'ennuyer, on faisait des choses quand même. Est-ce que vous aimiez cuisiner, par exemple? Est-ce que voilà, vous aidiez votre mère à faire des gâteaux? Je ne sais pas. Est-ce que vous aimiez écrire? Est-ce que vous aimiez observer la nature ou jardiner? Est-ce que vous faisiez du sport? Est-ce que vous lisiez pendant des heures? Est-ce que vous aimiez faire de la construction ou interpréter des personnages, faire des petites pièces de théâtre, faire des sketchs, chanter? Voilà, ce ne sont que des exemples. Mais essayez de vous replonger en enfance et d'imaginer, enfin de vous rappeler ça surtout. Parce que finalement, moi, vous devinerez facilement dans quelle bulle je suis. Je me rappelle très bien, j'avais récupéré un carton, un pauvre carton, dans lequel j'avais confectionné un bureau qui était beaucoup mieux que le vrai bureau que j'avais dans ma chambre. Hein. Mais ce carton-là, c'était mon bureau à moi. Et je m'asseyais là-dedans et j'écrivais des poésies pendant des heures. Et je me revois très bien faire ça. Et quand j'y repense, j'ai cette espèce d'énergie positive, ce plaisir que j'ai éprouvé à l'époque revient instantanément. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose. On va y revenir tout à l'heure sur cette perception, cette intuition. Mais je ne sais pas, toi, Laetitia, tu te rappelles ce que tu faisais quand tu étais petite? Ouais, moi je me souviens bien ce que je faisais quand j'étais petite. Je faisais des choses un peu bizarres d'ailleurs. J'allais ramasser dans ma piscine les insectes qui étaient morts noyés et je leur construisais des petites maisons en Lego avec de la lavande et des fleurs et je faisais en sorte qu'ils reprennent vie. Mais c'est beau, Comme ça, voilà, il y a des vocations comme ça qui se font dès le départ. voilà. C'était Et déjà thérapeute. voilà, c'est ça. Et sinon, le reste du temps, je peignais sur les murs et les portes, et ce qui agaçait énormément mes parents. Je ne comprends pas pourquoi. Moi non plus. Donc voilà, c'est ce que je vous encourage à faire, essayez de vous rappeler. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous faites la même chose que ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Peut-être pas. Si ce n'est pas le cas et que vous cherchez donc un rêve si vous cherchez un rêve à concrétiser, essayez de piocher dans ces souvenirs-là et certainement vous y trouverez de l'inspiration. Troisième petit jeu. Alors, excuse-moi, je te coupe, ma belle. Il y a ton réseau qui s'est un peu affaibli, donc si tu arrives à parler plus mieux. Ah, d'accord, parce que ça bug. D'accord. Oui. Alors, avant de passer à la suite, je vais vous raconter encore une petite histoire. J'aime bien raconter des histoires. Euh, si on... Je ne te vois plus. Plus, mais C'est je suis normal. là. J'ai juste coupé D'accord. mon image pour que passante en fait. D'accord. Ok, mais tu es là. Si j'allais dans une classe de maternelle ou de CP et que je demandais aux enfants qui s'est dessiné parmi vous. Et là, toutes les mains se lèveraient. Tout le monde s'est dessiné. Et si je vous demande à vous, derrière votre écran, qui s'est dessiné, je suis bien sûre que vous seriez beaucoup moins nombreux à lever la main. Et moi, la première. Parce que je dessine très mal. Mes enfants m'ont suffisamment fait remarquer. Mais clairement, je sais dessiner. Je ne suis pas la meilleure dessinatrice du monde, clairement, mais je sais représenter vaguement quelque chose. Et là, je vais vous demander de faire cet effort-là, de chercher en quoi vous êtes doué sans avoir cette pudeur qu'on a aujourd'hui en disant oui, non, je sais le faire, mais enfin pas trop, je ne suis pas bien doué, je ne suis pas le meilleur. Non, dites-moi en quoi vous êtes un peu doué, dans quoi vous prenez du plaisir, où les gens viennent parfois vous demander conseil, là où vous êtes un peu plus à l'aise. Alors, je vous ai mis des exemples, par exemple, vous pourriez aimer nouer des relations, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans une soirée, vous aimez rencontrer des gens ou mettre des personnes en relation parce qu'elles peuvent avoir des intérêts communs. Vous pourriez aimer soigner les gens, comme Laetitia. Quand votre enfant est malade, vous savez tout de suite ce qu'il faut faire, comment réagir. Vous pourriez être logique, vous pourriez faire preuve de logique, être assez doué là-dedans. Ou pourquoi pas aimer la décoration, avoir cette sensibilité-là pour décorer les intérieurs. Vous pourriez aimer faire du bricolage ou organiser des événements, des anniversaires, des mariages. Vous pourriez être un crack de l'informatique ou aimer raconter des histoires. Ce n'est pas anodin, j'ai une amie, quand elle voit un film, quand elle lit un livre, elle me raconte ça et je suis dedans. Elle m'immerge complètement dans son film ou dans son livre et je vis l'histoire vraiment grâce à elle. Et c'est quelque chose, moi par exemple, je ne sais pas faire à l'oral. Je peux le faire par écrit, mais à l'oral, je ne suis pas douée pour ça. Vous pourriez expliquer, former, enseigner. Vous pourriez
être doué pour la mode, parce que vous savez assortir les vêtements instinctivement. Voilà, essayez de voir pourquoi vous êtes doué, sans fausse pudeur, sans croire que vous êtes forcément le meilleur dans votre domaine, c'est peut-être le cas d'ailleurs, mais ce n'est pas forcément indispensable, mais dans quoi vous avez des compétences particulièrement. Et ça, n'ayez pas peur de l'écrire, c'est entre vous et vous-même, personne ne le verra. Vous pouvez me mettre, d'ailleurs j'aimerais bien quand même que vous osiez me mettre dans les commentaires pourquoi vous vous sentez doué, ça me ferait plaisir. Parce que c'est important aussi de se le dire. On est dans une société où on ne doit pas être vaniteux, on ne doit pas se faire remarquer dans ce sens-là. C'est critiqué. Mais dans d'autres sociétés, comme j'allais dire aux États-Unis, on reconnaît les compétences des gens et on n'a pas peur de dire oui, moi je suis assez douée pour ce domaine-là. Donc là, c'est ce que je vous invite à faire. Voilà. Et donc, quand vous aurez fait ces 3 petits jeux, vous allez pouvoir les rentrer, les réponses en tout cas, dans votre boîte à rêves. Ce qui constitue votre vie idéale, vos souvenirs d'enfance, c'est-à-dire j'arrive plus à me relire, vos passions d'enfant ou vos compétences. Vous allez intégrer ça dans cette boîte à rêves. Dans les formations que je propose, il y a d'autres jeux qui nous permettent d'aller plus loin et d'élargir la liste, en tout cas, de nos rêves, de nos projets, de ce qui peut nous animer. Et pour l'instant, donc, je vous propose ces 3-là. Et ensuite, quand vous aurez constitué cette boîte à rêves, vous allez peut-être être désarçonné, c'est-à-dire que vous n'allez pas savoir finalement quelle priorité donner à chacun de ces rêves, quel est le rêve vraiment qu'il faut suivre et pas tel autre. Et là, alors c'est dommage qu'on n'a pas l'animation. Je peux essayer de faire une animation quand même, Laetitia? On ne sait jamais. Oui, essaye. On n'est pas à l'abri d'un coup de bol. Hein. Ça marche là ou pas du tout? Là, on voit qu'est-ce qu'un rêve. Ah bon, bah ça marche pas. Ça ne marche pas. Alors, voilà, on va venir ici. Tant pis. Donc, je vais vous parler de votre intuition. Alors, on l'appelle aussi l'inspiration, on l'appelle l'âme, peu importe le nom qu'on peut lui donner. En fait, là, je vais vous parler de ces petites phrases, ces petites fulgurances, ces messages, on va dire, instinctifs, inconscients, qui nous viennent parfois quand on se pose une question. Ce n'est pas forcément généré, ce n'est d'ailleurs pas généré par notre mental, ça vient d'ailleurs. Je ne saurais pas vous expliquer d'où exactement, mais ça vient d'ailleurs. Et c'est comme ça, par exemple, que naissent mes histoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je débranche mon cerveau et je laisse venir l'intuition en méditant, en respirant calmement, et je laisse l'intuition m'envoyer ses idées. Donc on voit ici que en fait, cette intuition est connectée avec notre corps. Comment ça se manifeste? Ça va se manifester par des ressentis, des images. Parfois, on a des images qui s'imposent à nous, on ne sait pas pourquoi. Une petite voix, comme je le disais tout à l'heure, des sensations corporelles, des picotements, des sensations de chaleur, le cœur qui bat un peu plus vite. Ça peut être des sons, des musiques. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes un petit peu perturbé, vous posez des questions, vous changez de station de radio et en écoutant réellement la musique qui passe, bizarrement, ça vous donne la réponse à votre question d'une certaine façon, ou ça vous fait sourire parce que c'est corrélé à ce que vous étiez en train de penser. Ça peut être des parfums, des odeurs d'enfance qui vous reviennent. Ça peut être différentes choses. Alors, certains vont me dire, non mais moi, je ne sais pas de quoi tu me parles, je ne ressens rien, je n'entends rien, j'ai pas de petite voix, je suis tout seul dans ma tête. Et je comprends très bien parce qu'il y a encore très peu de temps, je n'arrivais pas à percevoir ça. En fait, c'est une question d'habitude et aussi de se faire confiance, de se dire que cette petite phrase qui est passée dans ma tête, ce ressenti que j'ai ressenti, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un fait du hasard si j'ai entendu ça, si j'ai ressenti ça. Il faut juste en prendre conscience. Comment ça se passe après? C'est que notre esprit, justement, doit en prendre conscience, doit écouter notre corps qui dit c'est bizarre cette sensation de chaleur que j'ai ressentie. Et lui va analyser ça et va décider finalement de considérer cette information comme fiable, comme ayant une certaine valeur. Et c'est lui qui va passer à l'action ensuite. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, moi, ça me semble clair. Ça te semble clair? Et donc, voilà, ce que je vous propose de faire quand vous allez considérer le premier rêve qui vous inspire, c'est de voir tout de suite ce qu'il s'en dégage, ce qu'il provoque en vous. Si c'est une vague de chaleur, de plaisir, si c'est des picotements, si c'est une petite voix qui vous dit « Allez, vas-y, ça serait chouette de le faire ».
vraiment, ça te ferait plaisir de le faire. Écoutez ça, soyez de plus en plus sensible à ça. Faites-vous confiance, surtout. Faites confiance à votre intuition, votre corps et votre esprit pour vous dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que je vous assure, en tout cas c'est mon expérience, que ça ne m'a jamais desservi. Et donc, avec ce petit exercice-là, vous allez voir si le rêve que vous voulez vraiment réaliser résonne en vous. Voilà. Hop, je vais passer à la suivante. Et une fois que vous aurez fait cet exercice-là, prenez une page blanche et écrivez vos 3 principaux rêves. Voilà. Mes 3 grands rêves qui vont m'apporter plaisir, sérénité et liberté sont. Commencez à les écrire, tout simplement. On n'est pas encore dans la phase du jugement, du comment, du pourquoi. Pour l'instant, écrivez sans vous poser trop de questions. Et quand vous aurez fait cette étape-là, il faut commencer à le visualiser. Alors, certaines personnes, tout à l'heure, on parlait de la loi de l'attraction. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je vais y revenir. La loi de l'attraction, en fait, la loi d'attraction stipule que quand on croit vraiment quelque chose et quand on croit que c'est déjà arrivé, que c'est déjà réalisé, la vie va nous apporter des opportunités qui font que ça va réellement se réaliser. Hein, je ne sais pas si je résume bien, mais en fait, c'est un peu ça. Et pour ça, il faut vraiment y croire de toutes ses forces. Et pour y croire de toutes ses forces, il faut en être imprégné et ne pas se poser trop de questions, ne pas se mettre de frein. Pour cela, il y a différentes techniques qui existent. C'est un peu la méthode Coué, pourquoi pas. Certains réalisent des tableaux de visualisation, c'est-à-dire que sur une grande feuille, un grand tableau, ils vont coller les photos, les images qui ont un rapport avec ce rêve-là. Et tous les matins, ou chaque fois qu'ils vont passer devant ce tableau-là, ils vont le regarder, s'inspirer, s'imprégner de ce qu'il dégage et de cette vague de plaisir ou d'émotions qui s'en dégagent. Et chaque fois, ça va leur rappeler à quel point c'est important de le réaliser, à quel point la réalisation de ce rêve-là va leur apporter du plaisir. Ça peut être, pourquoi pas, un message qu'on va inscrire pour débloquer son téléphone portable. Ça peut être un fond d'écran sur lequel je vais coller la photo de l'île paradisiaque dans laquelle je vais ouvrir un hôtel. Je ne sais pas. C'est une technique pour commencer à vraiment le croire et le matérialiser. Hop. Donc voilà, j'ai fini pour cette première partie et maintenant, j'aimerais répondre à vos questions si vous en avez. Alors, il y a une question que j'ai vue passer, je suis en train de la rechercher. Je crois que c'était comment faire quand on a un rêve et que quand on essaie de le réaliser, ça ne fonctionne pas. Comment faire quand on a un rêve et qu'on essaie de le réaliser que ça ne fonctionne pas? Ouais. Il faudrait savoir pourquoi, essayer de comprendre quelles sont les raisons. Est-ce que ce sont des freins que je m'impose à moi-même? Est-ce que ce sont des croyances limitantes qui me font finalement ne pas aller jusqu'au bout de la démarche? C'est un peu compliqué comme ça de répondre d'une manière très générale. Peut-être aussi que ce rêve-là n'est pas fait pour vous. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que petite, je voulais être une chanteuse célèbre. Je voulais être Céline Dion. Pourquoi pas? Ce n'est pas le cas, mais je voulais être Céline Dion, c'est mon rêve de petite fille. Et là, quand je fais l'exercice du retour en enfance, je me dis, ah oui, c'est vrai, tiens, je veux être une chanteuse célèbre, je vais tout faire pour être une chanteuse célèbre. Mais je vais oublier que finalement, ce dont je ne voulais plus dans mon cercle, c'était le stress. Et en étant une chanteuse célèbre, j'aurais la pression des horaires, j'aurais le stress aussi. Et finalement, être une chanteuse célèbre, ça ne me convient plus aujourd'hui. C'est ce que j'imaginais, que je fantasmais quand j'étais petite. Mais clairement, ça ne me convient plus aujourd'hui, ça demande trop de sacrifices et ça ne correspond plus à mes valeurs. Finalement, cette notoriété, tout ça, ce n'est pas ce qui me rendrait vraiment heureuse. Alors peut-être que cette passion pour le chant, je peux l'exercer ailleurs. Je peux aller dans des karaokés, je peux donner des représentations dans des cabarets, dans les bars du bord de mer, par exemple, où ils font ce genre de choses. Peut-être que je peux l'exprimer différemment. Alors peut-être que le rêve dont parle cette personne n'est pas ce qu'il lui faut aujourd'hui et peut-être que c'est quelque chose d'un tout petit peu différent qui lui conviendrait mieux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, je mets à jour pour voir s'il y a d'autres choses qui sont arrivées entre-temps. Après, il y a les questions par rapport à la confiance. Effectivement, quand on manque de confiance. Oui, on va y revenir, ça.
En fait, les confiances, c'est qu'on doute de nos compétences. Et c'est souvent lié à la peur et c'est justement l'objet du prochain chapitre. D'accord. Non, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Alors, s'il y en a une qui vient d'arriver, tout juste. Il faut faire correspondre notre rêve avec nos valeurs, en fait. C'est une question. C'est exactement ça. En fait, il faut connaître nos valeurs et nous-mêmes. Il faut savoir qui on est et ce qu'on attend de la vie. Et que notre rêve, on le façonne à partir de ça. C'est-à-dire que c'est notre rêve qui doit s'adapter finalement à ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus aussi. Ça serait illusoire de penser qu'on peut faire autrement parce qu'à un moment donné, ça va coincer. On peut arriver au bout de son rêve et une fois qu'on l'a réalisé, on dit mais finalement, c'est pas exactement ce que j'imaginais et ça me pose d'autres soucis que je n'avais pas envisagés. Donc oui, il faut vraiment faire correspondre notre rêve avec nos valeurs, avec qui on est, avec aussi ce que je veux changer dans ma vie et ce que je ne veux pas changer. On va y revenir aussi. Il y a des choses qui sont très impactantes et que je ne veux pas bouger. Par exemple, je ne veux pas bouger ma vie familiale telle qu'elle est. Je ne veux pas que mon rêve puisse, bouleverser ma vie familiale. Donc, à moi, peut-être de le tailler différemment. C'est le tailler, je reprendrai ce terme-là, c'est-à-dire qu'on va le tailler un peu comme un diamant, notre rêve. C'est à nous de le façonner aussi pour qu'il nous corresponde vraiment bien sans en subir les conséquences, on va dire. Ça serait dommage quand même. Oui. C'est ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. C'est ça. Il y a un meilleur bénéfice secondaire à ne pas réussir qu'à réussir. Voilà, exactement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Alors, attends, je suis désolée. Désolée, il y a une question qui vient d'arriver. Quand passer à un autre rêve si le premier n'est pas accessible? Quand passer à un autre rêve si le premier n'est pas accessible? Tout de suite après, non? J'allais dire, si on a constaté que notre rêve n'avait pas d'issue, pas de débouché, qu'il ne nous correspondait pas, je pense qu'il faut passer à la suite ou en tout cas faire évoluer le premier vers quelque chose qui nous correspond mieux. Je ne pense pas qu'il faille attendre, à moins qu'on ait besoin de ce temps-là de se recentrer, de prendre un peu de temps de repos peut-être. Mais après, il n'y a rien qui nous oblige à passer à la suite directement derrière. C'est une question d'énergie en fait. Il faut être dans la bonne énergie. Il faut se sentir optimiste, il faut sentir énergique. On va voir tout à l'heure la courbe du changement. On va voir où vous en êtes dans cette courbe du changement. Il y a des moments dans la vie où c'est plus ou moins facile d'entamer ces changements, d'entamer cette réalisation de rêve. Il y a des moments où ce n'est pas le moment, tout simplement, et on va le voir tout de suite. Plus d'autres questions? Ah, c'est Mireille qui vient d'arriver. Alors. Il est très difficile de ressentir quelque chose qui n'est pas encore. Cela fait quelques années que j'essaie, mais pour l'instant rien. Mais je sais que je ne suis pas assez persévérante. Ce n'est pas un jour ou deux et râler le troisième jour parce qu'un problème surgit. Il faut constamment y croire et y penser, le ressentir. C'est exactement ça. La question tout à l'heure, tu parlais de constance, je crois, de persévérance. C'est le nerf de la guerre. Il y aura toujours, ça faut en être sûr, c'est une constante. Il y aura toujours des obstacles en travers de notre chemin parce que la vie est faite comme ça et la vie nous challenge en disant tu es sûr que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que là, ça va bouleverser tout un tas de choses. Est-ce que tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Et ça, là, c'est à nous de faire preuve, comme on disait, Mireille, de persévérance, de courage et de volonté. Et à ce moment-là, il faut se rappeler quel est notre objectif. Pourquoi je veux faire ce rêve-là? Qu'est-ce que j'attends de ma vie finalement? Pour moi, c'était plus de liberté, plus d'indépendance, plus de créativité. Alors effectivement, ça a été dur, ça a été compliqué, il y a eu des moments sombres, mais mon objectif et mon désir d'avoir ça, ces trois ingrédients-là, étaient plus forts que tout et j'ai continué. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, tout est merveilleux, tout est rose. Et non, je suis encore challengée tous les jours pour me dire attention, c'est compliqué quand même. Tu es sûr que tu veux continuer dans cette voie-là? La réponse pour l'instant est oui, parce que j'y vois tellement de bénéfices que je veux en avoir encore d'autres en fait. Et il est normal d'avoir des hauts et des bas. Effectivement, Nadia, c'est exactement ça. Alors, où en sommes-nous? Des slides. Oups. Là, voilà, on va oser y croire. Oser y croire. Donc, à un moment donné, notre copain Lego va, quand on va considérer ces rêves-là, notre copain Lego va se réveiller et va dire c'est fini de jouer maintenant.
pour qui tu te prends de vouloir être une chanteuse? Est-ce que c'est pas dangereux finalement tout ça, là, changer de vie, mais pourquoi faire? Tu étais très bien comme ça finalement. Et puis, ça te fait pas peur quand même de tout changer, et cetera. Donc là, l'ego va se réveiller. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, c'est la phrase que j'ai voulu vous donner. Tes plus grandes joies se trouvent derrière la porte de tes peurs. Quand on dépasse nos peurs, on reçoit une joie immense de l'avoir franchie et on se dit après coup que finalement, elle n'avait pas vraiment de raison d'être. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, dans le sondage dont je vous parlais, face à un nouveau projet, les 4 principaux obstacles que les gens m'ont répondu sont le manque d'argent. Donc ça, c'est le manque de temps et le manque d'argent. Ce sont des sujets que je développe dans la formation. C'est aussi la peur de ne pas être à la hauteur, hein, quand même pour 50% des gens, la peur du changement et la peur du regard des autres. Donc finalement, la peur arrive dans les 3 premières citations sur 4. Donc c'est quand même un thème qu'il faut développer. Alors, là, c'est dommage. Alors, je vais faire une manip. C'est pas grave. Voilà, on va le mettre là, mon petit chat. Non, il y avait une animation super jolie. Hein. Il y avait une très belle animation initialement. Il venait tout en glissade, c'est ça? Oui. Oh. En fait, voilà, je reviens là. La peur, à l'origine, c'est un mécanisme sain qui est mis en place pour nous protéger d'un danger. Donc, on se balade dans la forêt, on voit un ours qui n'a pas l'air sympathique, on a peur, on fuit, c'est normal, c'est une réaction de défense, c'est instinctif. C'est pour ça qu'a été créé le sentiment de peur. La peur, c'est aussi un réflexe face à une situation nouvelle. Les enfants viennent de rentrer à l'école, ils ont eu tous un petit peu peur quand même. Ils étaient tous intimidés parce que c'est une situation nouvelle. Quand on commence dans une nouvelle entreprise, par exemple, ou quand on doit prendre l'avion pour la première fois, ça fait toujours un petit peu peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas si on aura les compétences pour et on ne sait pas si on va savoir réagir correctement à ces nouvelles situations et notamment en fonction des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser si on n'est pas à la hauteur de la situation. Voilà, la peur, donc, c'est quelque chose de normal et il est illusoire de penser que l'on puisse l'éliminer complètement de nos vies. La peur existera toujours. Pour autant, et c'est là que mon petit chat arrive, attention, animation de fou, pour autant, parfois, nos peurs sont moins légitimes. Parfois, on a peur de notre ombre. Parfois, nos peurs, j'allais dire, sont stupides, c'est pas le mot que je cherche parce que les peurs ont toujours une raison d'être. Je veux juste vous raconter ma peur à moi. Tant pis, je n'aurais pas peur du regard des autres et de la peur du ridicule. Il y a quelques années, et ceux qui me connaissent le savent bien, il y a quelques années, j'avais une peur bleue d'aller dans les parkings souterrains en voiture. Je n'avais plus aucun repère spatial, je ne savais plus où j'étais, dans quel sens j'allais. Les places de parking étaient beaucoup trop petites, je n'étais pas sûre de savoir passer parce que j'avais l'impression de conduire à 38 tonnes, ce qui est toujours le cas. Et donc, j'avais cette peur bleue d'aller dans les parkings souterrains et j'allais à des kilomètres me garer et je prenais le temps de marcher pour aller à mon lieu de rendez-vous. Sauf qu'un jour, il y a eu des bouchons sur la route et je n'ai pas pu me garer à des kilomètres pour aller à mon lieu de rendez-vous et il fallait absolument que je sois à l'heure. J'ai donc dû aller dans ce parking souterrain. Et je me suis dit, bon, déjà, tu vas commencer par respirer calmement. Tu vas te dire qu'il y a des milliers de personnes qui doivent emprunter ce parking par jour. Et je suppose que la plupart d'entre elles en ressortent vivantes finalement avec leur voiture intacte. Tu n'es pas plus bête qu'une autre. A priori, tu sais conduire, tu as le permis. Tu devrais y arriver. Vas-y doucement, tout va bien se passer. Et j'y suis allée. Eh bien, croyez-le pas, j'en suis ressortie vivante. Je l'ai fait, j'ai réussi à le faire. Et une fois que j'étais garée, une fois que je suis sortie du parking, j'avais ce sourire aux lèvres parce que j'avais dépassé cette peur stupide, cette peur qui n'était pas fondée en tout cas. Et j'avais vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté à l'avoir fait. Je crois même que j'ai appelé pas mal d'amis pour leur dire, ils sont moqués de moi très certainement, mais peu importe, moi j'étais fière de moi d'avoir dépassé cette peur-là. Et voilà, ça fait plaisir de se dire que nos peurs finalement ne sont pas si importantes que ça. Ce n'est pas un ours qui essaye de nous agresser, qu'on peut les surmonter. Et la plupart de nos peurs, on peut les surmonter. Mais il ne faut pas s'en vouloir d'avoir ces peurs-là parce que depuis notre enfance, nous sommes conditionnés à avoir peur. Les adultes, nos parents, notre entourage, nous répètent que le monde est dangereux, qu'il faut avoir peur. Peur de l'inconnu, peur de l'étranger, peur du changement. On est conditionné comme ça. Il faut l'accepter et juste prendre un peu de recul sur ces peurs-là et se dire que finalement, elles n'ont pas de raison d'être, ces peurs-là, et on peut les dépasser. Réellement, on peut. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la courbe du changement. Donc là aussi, il y avait une magnifique animation que je vais vous faire en live, du coup.
Alors, je vais boire un petit peu, excusez-moi. Tu voulais de la créativité, ben, tu vois, l'univers t'a entendu, tu peux faire preuve de créativité. Super. Alors, je vais vous parler de cette courbe du changement, qui est une courbe qui a été définie par le docteur Kubler-Ross. Je ne suis pas sûre de bien le prononcer, mais imaginons un choc. J'espère pas, imaginons que mon mari me dise qu'il me quitte. C'est fini, on divorce, voilà, rien ne va plus. Ça me fait un choc. Clairement, je ne m'y attendais pas, ça me fait un choc. Comment je vais réagir par rapport à ce choc-là? Je vais passer par différentes étapes que je vais vous présenter. Et ces étapes-là, normalement, on est tous censés passer par là, mais certains vont les survoler ou ne vont pas s'attarder du tout sur une de ces étapes. D'autres vont s'y installer un peu plus longtemps. Ça dépend un peu ça dépend de chacun en fait. Donc, hop, je vais supprimer. Première réaction, je vais être dans le déni. Ah mais non, ce n'est pas possible. Non mais il dit ça parce qu'il est énervé, parce qu'il est fatigué, parce que ça ne va pas dans son travail. Mais non, mais il va revenir. C'est juste une passade finalement. Et puis, à un moment donné, il ne revient toujours pas. Et là, je vais me mettre en colère. Là, je vais me dire quoi? Mais après tout ce que j'ai fait pour lui, je lui ai consacré ma vie. Il n'est pas conscient de tout ce que j'ai fait. Vraiment, c'est injuste. C'est quelqu'un de pas bien. Et vraiment, je suis très en colère. Donc voilà, troisième étape. Ensuite, hop. Ensuite, je vais être dans la négociation. Alors, soit avec mon mari en disant non, mais regarde, on pourrait essayer autrement, on pourrait faire telle et telle concession, on pourrait essayer quand même de repartir à zéro. Ou je peux négocier avec moi-même en disant non, mais finalement, c'est pas si mal cette situation-là. Peut-être que j'avais aussi ma part de responsabilité. Voilà, je vais un peu négocier avec moi-même aussi. Et comme je vois que ça ne marche toujours pas, je vais tomber dans un état un peu dépressif, en tout cas un état de résignation, où là, je vais dire non, mais c'est complètement ma faute, c'est moi, c'est bien sûr, c'est moi qui l'ai poussé dehors, c'est moi qui l'ai poussé dans les bras d'une autre, mais je suis pas à la hauteur, et puis je suis moche, et je suis vieille, et je suis grosse, et je ne sais pas quoi, c'est ma faute. Et là, ma vie n'a plus de sens, ma vie est fichue, voilà, je vois tout en noir. Et puis à un moment donné, quand j'en aurai marre d'être dans le fond du puits, je vais peut-être, à un moment donné, donner un petit coup de pied au fond du puits pour remonter à la surface. Parce que cet état-là, au bout d'un moment, je ne vais plus le supporter. Alors peut-être que je vais me faire aider par un spécialiste à ce moment-là, mais peut-être que je peux y arriver aussi toute seule. Et là, je vais dire, bon, il ne reviendra pas. J'accepte la situation, il ne reviendra pas. Et finalement, ce n'est pas si mal. Finalement, j'ai du temps pour faire tout ce que je n'ai jamais eu le temps de faire jusqu'à présent. Peut-être que je vais me remettre à écrire, ou peut-être que je vais pouvoir aller au sport ou voir mes copines. Finalement, bon, c'est un mal pour un bien. Et puis je vais essayer d'avoir de nouvelles idées en disant, mais finalement, soit je vais essayer de retrouver l'amour, pourquoi pas, soit je vais me lancer dans ce grand projet qui me tient tant à cœur et qui me demande beaucoup de temps. Donc, ça tombe bien, je suis célibataire. Je vais essayer de trouver un nouveau sens à ma vie. Et je vais prendre des décisions. Et là, je vais rentrer en action. Et là, je vais me sentir beaucoup mieux. Là, je vais dire, bah, tiens, voilà, je vais réaliser le rêve qui enchantera ma vie. Je vais vraiment prendre des décisions pour moi-même, sans avoir de compte à rendre à personne en plus. Et à la fin, je vais être dans la phase d'intégration où je vais profiter complètement de la nouvelle situation, où je vais avoir intégré le changement qui a été causé à l'origine par un choc. Je ne vous ai pas précisé, je crois que cette courbe-là s'applique également pour les deuils. Souvent, dans les deuils, on retrouve ces mêmes étapes-là. Voilà. Donc, pourquoi je vous montre ça? C'est que si aujourd'hui vous êtes dans cette phase de négociation, vous êtes dans cette phase de dépression ou de colère, sachez que ce n'est qu'une étape et que bientôt vous allez passer à l'étape suivante, très certainement, et que vous allez remonter la pente. Si vous êtes à la dépression, bonne nouvelle, vous êtes juste avant de pouvoir passer de l'autre côté. Tout n'est pas noir, il y a des solutions. Et voilà, c'est une courbe logique, ce n'est pas moi qui l'ai définie, hein, clairement, mais c'est une courbe en tout cas voilà, qui peut nous donner de l'espoir. Certaines personnes ne savent pas vraiment se situer dans cette courbe-là. Donc, dans la formation, je vous propose de faire un petit test très simple pour pouvoir être un peu plus au clair avec ça, pour savoir dans quelle étape vous vous situez actuellement. C'était clair? Dans quelle étape? Il nous manque la fin, par contre. Enfin, dans quelle étape vous vous situez actuellement? Merci. Alors, comme ça, par rapport à ta courbe, ma grand-mère disait toujours, la vie, c'est comme une horloge.
les aiguilles tournent. Donc, à un moment donné, tu es en haut, après, tu passes en bas. Et une fois que tu es en bas, que tu as bien touché le fond, bah, tu peux que remonter. Donc, finalement, c'est intéressant de savoir que tu te trouves en bas. C'est ça. Quand on est en bas, on ne peut que remonter finalement. Alors, on peut rester plus ou moins longtemps, mais on finit toujours par remonter. Il faut toujours finir par remonter. Alors, continuons à parler des peurs. Comment faire pour les surmonter? Déjà, il faut en prendre conscience. Parfois, dans la société actuelle, on n'avoue pas et on ne s'avoue pas qu'on a des peurs. Ce n'est pas bien vu de dire qu'on a peur des parkings, par exemple. Ce n'est pas bien vu parce que c'est un signe de faiblesse finalement de dire qu'on a peur. On est censé être courageux, on est des adultes forts et vigoureux et on a peur de rien. Dans les faits, ce n'est pas ça. On a tous des peurs plus ou moins avouables et au moins à nous, on peut se les avouer quand même, nos peurs. Parce que quand on les regarde, au lieu de les ignorer, ces peurs-là, quand on les regarde en face, on se dit que finalement, bon, d'accord, j'ai peur des parkings. Et bon, clairement, c'est contournable. Clairement, je peux essayer de le surmonter. Il y a des techniques pour ça. Hein, ça, j'en parle aussi dans mes formations. Il y a des choses qui nous bloquent, qui nous handicapent, qui nous font même nous sentir très, très mal, qui provoquent des malaises physiques. Il y a des peurs quand même comme ça qui sont très fortes et complètement irrationnelles hein, pour autant. Il y a des techniques pour les surmonter. Mais la plupart sont quand même plus petites. Et d'en prendre conscience, de les regarder en face et de leur dire, bon, peut-être que tu pourrais un peu me laisser tranquille hein, et peut-être que je peux passer outre. On peut, comme je disais tout à l'heure, on peut changer notre monde intérieur parce que pour changer notre monde extérieur, on peut aussi commencer par changer notre monde intérieur et bizarrement, on voit que notre monde extérieur change. Là aussi, il y a des techniques. Il y a une façon de regarder le monde différemment. On dit qu'on peut changer de lunettes, on peut changer de filtre. Si, par exemple, je vois un accident de voiture devant moi, il y a une foule amassée autour de moi, moi, je peux être, par exemple, traumatisée par ce qui vient de se produire. Ça m'a fait très, très peur. Et si je demande de toutes les personnes à côté, elles vont avoir un angle de vue, ou en tout cas une perception de l'accident qui est complètement différente d'une personne à une autre. Et chacun peut décider aussi de dire, voilà, moi, instinctivement, voilà ce que je ressens, mais je peux aussi le considérer différemment. Peut-être que, imaginons une personne, je me sens agressée par ce qu'elle me dit, mais je peux aussi la considérer différemment, essayer de la comprendre, essayer de me dire peut-être qu'elle était énervée aujourd'hui, ou peut-être que moi aussi j'ai dit quelque chose qui a pu la blesser sans le vouloir. Je peux juste essayer de changer ma perception des choses aussi, et avec différentes techniques aussi, changer mon état d'être interne, en espérant aussi qu'il change mon monde extérieur. Il y a une chose aussi, je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, on peut penser positif en imaginant qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste des opportunités de grandir et d'apprendre différentes. Peut-être que cette rupture avec le conjoint, je peux le considérer comme un traumatisme au début et penser que ma vie est complètement terminée. Et finalement, je me dis que c'était, avec du temps, hein, il faut du temps pour gérer ça, intégrer ça plutôt, peut-être que ce n'était pas une si mauvaise chose. Peut-être que finalement, avec le recul, je me rends compte que cette relation n'était pas la bonne pour moi, que ce partenaire n'était pas le bon pour moi, que je suis plus heureuse ou seule ou avec quelqu'un d'autre. Je peux aussi prendre conscience que j'ai grandi par cette expérience-là, que maintenant, je n'accepterai plus certaines choses, par exemple, ou maintenant, je veux m'écouter davantage. Les événements traumatisants que nous vivons actuellement, pas tous forcément, mais la plupart en tout cas, nous permettent de grandir et d'évoluer. Donc en cela, c'est positif d'une certaine manière. Et puis, la clé finalement pour surmonter nos peurs, c'est d'agir. Si je n'étais jamais rentrée dans ce parking-là, j'aurais toujours peur des parkings et je n'y serais jamais allée. En fait, quand on passe à l'action, on se rend compte que nos peurs finalement n'étaient pas vraiment fondées et que c'est la meilleure façon, l'action, c'est la meilleure façon de les surmonter. Alors, comment transformer nos freins en accélérateurs? Tout à l'heure, on parlait de ces freins-là. Donc, on va changer notre vision du monde, j'en parlais tout à l'heure. On peut choisir de considérer nos freins et nos peurs comme des obstacles infranchissables ou comme des défis à relever pour évoluer. Par exemple, on peut dire « je crains de ne pas être à la hauteur » ou « je suis incapable de dessiner ». J'ai peur que mon mari me quitte. Je ne peux pas quitter mon travail et je n'ai pas assez de temps ou pas assez d'argent. Au lieu de s'arrêter là et dire bon bah tant pis, on va dire donc et on va chercher des solutions.
Je crains de ne pas être à la hauteur, je vais donc me former pour être à la hauteur. Je suis incapable de dessiner, j'ai envie de prendre des cours de dessin. J'ai peur que mon mari me quitte, j'ai décidé que nous allions suivre une thérapie familiale. Je ne peux pas quitter mon travail, mais je choisis de passer à 50% pour me consacrer à ma passion, par exemple. Ou je n'ai pas assez de temps ou d'argent, eh bien, je vais changer mes priorités et me consacrer à un budget particulier ou me consacrer davantage de temps. Il faut chercher solution et non pas se cacher derrière ces premiers freins. Si on veut vraiment réaliser son rêve, si on est vraiment motivé pour aller jusqu'au bout, il faut penser en termes de solution. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Il n'y a pas, Je croyais que j'étais toute seule, je ne t'entendais plus. Non, non, je suis toujours là. Il y a Sylvette qui disait, alors c'est pas des questions pour le coup, mais c'est un retour d'expérience, qui disait que la maladie lui avait permis d'ouvrir les yeux, et que ça a été un mal pour un bien, et que du coup, oui, elle est sortie de sa zone de confort et ça lui a permis de créer quelque chose de nouveau. Ouais. Merci pour ce témoignage, Sylvette. Clairement. Et les gens que je rencontre lors de mes séances de dédicace me disent qu'ils ont réussi à changer leur vie grâce à un burn-out. Et Dieu sait qu'un burn-out, c'est quand même quelque chose de compliqué parce que ça nous stoppe complètement dans notre vie, je veux dire notre évolution, dans notre vie quotidienne. On ne peut plus rien faire, on se sent complètement vide de l'intérieur. C'est une étape très, très compliquée à gérer. Mais si on la considère comme un message de notre corps pour nous dire que ça ne va plus, qu'on doit changer quelque chose dans notre vie, c'est un événement finalement positif qui a permis aux personnes, en tout cas, qui ont témoigné dans ce sens-là, voilà, d'oser réaliser leurs rêves, d'oser changer des choses dans leur vie pour aller vers du mieux. Donc, les événements parfois traumatisants, bien souvent, en tout cas les expériences qu'on m'a rapportées vont dans ce sens-là, bien souvent nous servent après à changer dans le bon sens. Ouais, il y a ce côté où effectivement, tu le disais, ouais, c'est ralentir en fait. Ce problème qui se pose nous oblige à ralentir, et parce qu'on arrive à ralentir, on sort la tête du guidon et finalement on arrive à avoir une vision différente de notre vie. Et après, il y a le côté de prendre conscience que derrière ce problème, derrière ce frein, derrière ce blocage, il y a une opportunité de grandir et de prendre conscience de quelque chose. Et Complètement. ça fait ça. Et il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Effectivement, comme tu dis, il faut ralentir, il faut prendre le temps d'observer la situation peut-être sous un autre angle et de se dire qu'est-ce que je peux y faire. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Il y a des situations qui sont autrement dramatiques que celles que j'ai évoquées et pour lesquelles on ne peut rien faire. Je parlais l'autre jour dans une séance de dédicace à une maman qui avait perdu son fils et clairement, elle me dit la vie sera toujours grise pour moi, même dans les moments de joie. Et c'était une personne joyeuse et souriante, mais pour autant, elle considérait la vie avec beaucoup plus de joie de vivre. Elle profitait de chaque instant beaucoup plus intensément. Alors effectivement, ça sera toujours compliqué pour elle parce que la moindre petite chose lui rappellera son fils. Mais à côté de ça, les moments de joie sont beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses. On peut tirer toujours du positif, même des choses négatives, et Dieu sait que parfois elles sont dramatiques. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, il y a un retour d'expérience, Sandrine, qui dit que son expérience de vie personnelle, après sa rupture et les ateliers d'écriture que tu proposes, j'imagine, elle ne précise pas, mais c'est toi qui te les proposés, j'imagine, ont été salvateurs pour elle. Et Phil qui nous dit ce qui est le plus dur, c'est la régularité. C'est ça, la régularité, la persévérance. Ouais. Effectivement, c'est ça le plus dur. La méditation personnellement, c'est la méditation qui m'a permis de prendre du recul sur certaines situations. La méditation, alors c'est vrai qu'on en entend parler tout le temps, je vais y revenir tout à l'heure. En tout cas, je reviens dans ma formation, on entend à toutes les sauces finalement les méditations. Mais pourtant, Dieu sait que ça fait du bien. Ce n'est pas forcément évident au début, parce que s'asseoir comme ça en tailleur et dire voilà, je médite, je pense à rien, clairement ça ne marche pas comme ça. On pense toujours à quelque chose, il faut arrêter de croire que pour méditer, il faut arrêter de penser parce que les pensées passeront toujours à travers nous, mais il faut les laisser passer à travers nous et ne pas les laisser stagner dans notre tête, c'est-à-dire ne pas s'apesantir dessus. Ah oui, c'est vrai, tiens, ça, il fallait que je fasse, et j'ai pas fait, etc. Non,
les idées, on les considère comme des… Alors, dans mon livre, j'en parle et je les considère, parce que c'est drôle, comme des insectes. Donc, j'imagine ces insectes traverser mon espace, mon écran mental. Et ils passent, ok. Et vraiment, aujourd'hui, quand je médite, je vois des nuages, par exemple, qui arrivent. Hop, je les considère comme des nuages et ils passent. Et ils passent, on verra plus tard. J'y repenserai bien à un moment donné, de toute manière. Mais là, pendant cette méditation, je ne pense qu'à mon souffle. Je pense à respirer en carré, par exemple. J'inspire à 4, je retiens à 4, j'expire à 4. Pardon. Et clairement, je ralentis le rythme. Je prends conscience de mon corps, de ce que mon corps me dit. Et quand j'en sors, même si ça ne dure que 5 minutes, je me sens vraiment beaucoup plus détendue. Et mon regard sur mes problèmes, ceux qui sont passés à travers mon écran mental, j'ai une vision beaucoup plus objective finalement. Et je peux les considérer avec beaucoup plus de clairvoyance et d'efficacité aussi derrière. Donc oui, je suis d'accord avec Nadia. La méditation, c'est vraiment un outil dont il ne faut pas se passer. Moi, c'est la musique, dit Sylvette, clairement. La musique, c'est vraiment un allié précieux. J'ai parlé récemment à un neurophysiologue, je ne savais pas que ça existait, qui travaille justement sur la relation entre la musique et le cerveau. Il expliquait que parfois, quand on était dans un état dépressif, on pouvait écouter Chopin, qui est un compositeur assez triste. Et je m'étonnais, je me disais, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt écouter, je ne sais pas, du Mozart, quelque chose de plus gai? Il disait non, parce que quand on est dans cet état de tristesse, on a notre copain Chopin qui vient à côté de nous, qui vient pleurer sur notre épaule avec nous. On s'installe un petit peu avec lui et finalement Chopin repart. Et nous, finalement, on a eu l'impression d'avoir un peu partagé notre tristesse avec lui et on se sent un peu mieux derrière. Et la musique, effectivement, ça a un vrai pouvoir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'allumer la radio dans votre voiture et d'écouter votre chanson préférée, de chanter à tue-tête, parce que personne ne vous entend, de chanter à tue-tête dans votre voiture, ça met une pêche folle. Et il faut vraiment se servir de la musique. Ouais. C'est d'ailleurs. Oui. Excuse-moi. La musique, c'est vrai que c'est un point qui est important. Il y a le côté aussi, tu parlais tout à l'heure, et de la difficulté justement d'avoir ces pensées qui viennent. Pour ceux pour qui c'est difficile, vous pouvez choisir une musique qui vous sert de support pour méditer et focaliser sur la vibration de la musique. Ça peut vous aider justement en focalisant votre mental sur cette musique, sur cette vibration. Ça évite le mental d'aller chercher autre chose parce que sinon, il va toujours vous présenter autre chose. Et la musique, ça peut être un bon biais. C'est vrai. Ou certains focalisent aussi sur la flamme d'une bougie, en se concentrant dessus, en voyant les vibrations de la flamme aussi. Il faut trouver la méthode qui vous convient. Il y a aussi des méthodes de méditation assistée. Il y a notamment une application que j'aime beaucoup sur mon téléphone qui s'appelle Petit Bambou, qui propose des méditations gratuites et qui sont très bien faites et qui aident vraiment à comprendre ce qu'est la méditation pour ensuite, pourquoi pas le faire tout seul. Voilà, il y a plein d'autres choses, mais je vous invite vraiment, vraiment à essayer parce que ça fait vraiment du bien. Oui, on oublie ses soucis, Sylvette, c'est exactement ça. Alors, hop, j'ai perdu mon visuel. Alors, si tu repars, moi, je vais redisparaître. Mais je suis toujours là quand même. Là, je ne vois plus rien. Non, ça a coupé là. Ah, voilà, c'est ça. Hop, voilà. Donc, les questions, il n'y en avait pas d'autres? Non, a priori. Ah si, il y en a une qui arrive. En cas de coup de blues, donc mettre de la musique, par exemple, pour occuper l'esprit. Oui, Sandrine, ça peut être… Clairement. Ça peut être une solution. Musique, alors, du coup, musique triste ou musique… à toi de choisir ce qui te convient mieux. La musique triste ou de la musique plutôt entraînante. Il faut tester, en fait, ce qui nous convient mieux à ce moment-là, je pense. Hop, voilà, je récupère mon visuel. Ah, voilà. Donc, nous allons passer à la troisième partie sur la réalisation de nos rêves. Maintenant qu'on a mis un peu de côté nos freins, nos peurs et nos croyances limitantes, on va passer à l'action. Et j'ai mis cette phrase qui me plaît beaucoup. La différence entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Il faut passer à l'action. C'est le plus important. Sinon, on reste avec ce fantasme dans un coin de notre tête. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Vous allez, dans un premier temps,
étudier ce projet. Quand je dis étudier, c'est vraiment étudier. C'est-à-dire que vous allez suivre des formations, vous allez voir des conférences peut-être sur ce sujet-là, vous allez lire des ouvrages qui traitent de ce sujet. Imaginons que vous vouliez ouvrir une boulangerie. Vous avez toujours voulu être boulanger, c'est merveilleux. Ça y est, vous quittez votre job dans la finance et vous vous lancez dans la boulangerie. Vous allez peut-être suivre des formations, un CAP boulanger, que sais-je, et vous allez voir des gens, vous allez faire des stages chez ce boulanger, lire des ouvrages, je ne sais quoi. Vous allez vous inspirer de ces personnes qui l'ont déjà fait, les rencontrer, et vous allez en discuter avec elles. Et puis, vous allez expérimenter, en fait. On va passer à l'expérience. Et au bout de 3 semaines de stage chez ce boulanger, vous allez vous dire que finalement, se lever à 3 heures du matin tous les jours, ce n'est peut-être pas la meilleure idée parce que ça ne vous convient pas. C'est vraiment trop compliqué pour vous de vous lever à 3 heures du matin. Vous ne voyez plus votre femme le soir, vous ne voyez plus vos enfants grandir et finalement, voilà, c'est trop compliqué pour vous de se lever si tôt. Donc, vous allez un petit peu faire évoluer votre rêve vers autre chose. Peut-être que ce qui vous convient mieux, c'est d'être pâtissier, parce que peut-être que les pâtissiers se lèvent un peu plus tard. Je ne sais pas si c'est le cas, mais imaginons. Ou peut-être que vous allez être créateur de cupcakes ou je ne sais quoi d'autre. Donc, vous allez toujours être dans la création gastronomique, mais peut-être sous une autre forme que ce que vous aviez imaginé. Donc, en fait, tout à l'heure, je parlais de tailler votre projet comme un diamant pour qu'il vous corresponde vraiment à vous. Et c'est de ça dont il s'agit. Et peut-être à ce moment-là, vous allez dire, mais non, mais en fait, ce n'est pas ça qui me convient. Je vais vous donner un exemple. Quand, il y a une dizaine d'années, j'ai fait construire cette maison et je me suis pris de passion pour la décoration d'intérieur. Donc, j'ai acheté plein de guides de Valérie Damido. À l'époque, c'était la grande mode. Je regardais toutes ses émissions, j'achetais des bouquins de décoration, le L décoration et que sais-je. Et donc, j'ai peint, j'ai confectionné des choses, alors que je n'ai pas vraiment de talent pour ça, mais peu importe. Et je me suis beaucoup amusée à faire cela. Et donc, dans un coin de ma tête, j'avais ce rêve de tout quitter pour devenir décoratrice d'intérieur. C'était merveilleux. Et à ce moment-là, j'ai fait un bilan de compétences. J'ai éprouvé ce besoin de faire un bilan de compétences. Et en creusant le sujet avec la formatrice, elle m'expliquait qu'être décoratrice d'intérieur, ce n'était pas seulement imaginer, mettre des belles photos dans un coin ou imaginer que le rose allait bien avec le bleu ou le vert. C'était aussi être sur des chantiers tous les jours, en bleu de travail, parfois mettre la main à la pâte, parfois créer des choses. Et là, j'ai trouvé ça beaucoup moins glamour tout d'un coup et finalement, ça ne me disait plus rien. Et j'ai vite abandonné ce rêve-là. Finalement, je m'amuse à décorer ma maison voilà, quand j'en ai envie. Mais voilà, en fait, de creuser ce projet ou ce rêve, ça peut nous permettre soit de l'abandonner, et c'est très bien comme ça, ou de le sculpter un petit peu différemment pour qu'il me convienne vraiment, qu'il ne soit pas trop pesant finalement, qu'il n'ait pas plus d'inconvénients que d'avantages. Il faut que ce rêve vraiment, il me fasse toujours vibrer. Il me procure vraiment du plaisir. C'est quand même l'objectif premier, rappelez-vous. L'objectif, c'est d'avoir plus de plaisir. Donc, il faut que ça reste cohérent jusqu'au bout. Sinon, je vais l'abandonner, ce projet. Alors, à un moment donné, il va falloir vous faire aider. Il va falloir parler de ce projet-là. D'accord. Mais pas avec n'importe qui. Vous pourrez en parler avec les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont des rêves similaires, des gens qui ont également réalisé leurs rêves, qui peuvent aussi vous challenger. Imaginons que je veuille courir le marathon de Paris dans quelques mois. Et donc, j'en parle à cette personne, cette bonne personne, et je lui dis, voilà, pour courir le marathon de Paris, j'ai fait un planning et je dois courir tous les mardis, les jeudis et les vendredis. Et cette personne-là peut m'appeler le mardi soir en me disant, mais dis donc, t'as été courir? Et là, je lui réponds, non, mais pas aujourd'hui, je suis fatiguée, il fait pas beau, il va sans doute pleuvoir. Et elle va dire, non, 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 t'avais dit mardi, on est mardi, tu vas courir si t'arrêtes, si t'abandonnes aujourd'hui ton planning, tu vas toujours trouver de bonnes excuses pour ne pas y aller. Alors, tu mets tes baskets et tu y vas. Ce sont des personnes qui vont me soutenir, qui vont, même dans les moments de désespoir, de doute ou où j'ai envie de renoncer, vont me dire non, non, continue, vas-y, accroche-toi. Ces personnes qui croient en nous, qui croient qu'on est capable de ça, qui nous le rappellent. Et ce sont des personnes qui osent nous remonter les bretelles pour dire là vraiment, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu as déconné, excusez-moi du terme, mais ces personnes-là peuvent se permettre de nous dire ça en disant tu t'étais engagé à faire ça, là tu n'as pas réalisé ton objectif, tu n'as pas fait ce que tu avais promis de faire. Et c'est pour toi que ce n'est pas bien. La personne n'a rien à y gagner. Mais elles peuvent nous remonter les bretelles et dire allez, ok, tu as raté cette session-là, mais demain, tu t'y mets. Si vous n'avez pas ces personnes-là, ces bonnes personnes-là sous la main, gardez pour l'instant ce projet pour vous.
vous allez forcément rencontrer ces bonnes personnes sur votre chemin parce que vous allez, imaginons toujours ce projet de marathon, vous allez rencontrer d'autres coureurs, vous allez rencontrer des médecins, des gens qui gravitent autour de cet univers. Et avec ces personnes-là, vous allez pouvoir échanger concrètement votre projet. Ça, ce sont les bonnes personnes auxquelles vous pouvez vous confier. Si vous avez une mère hyper anxieuse, ne lui en parlez pas de ce projet de marathon. Elle va vous en dissuader, elle va vous rappeler que finalement, enfin vous rappeler, elle va vous faire peur en vous disant, elle va projeter cette peur sur vous, en vous disant, mais tu ne te rends pas compte, un marathon, 42 km, c'est impossible, tu n'as jamais été sportif, et puis tu vas te fouler la cheville, et si tu te foules la cheville, tu ne pourras pas aller travailler, donc tu vas perdre ton emploi, donc tu vas finir à la rue. Bon. Clairement, on peut aller dans les extrêmes. Donc, parlez-en surtout aux bonnes personnes et pas aux personnes qui vont inconsciemment, avec la meilleure volonté du monde, projeter leur propre peur sur vous. Sinon, voilà, gardez ce projet pour vous pour l'instant. Ce n'est que partie remise. Alors, hop. Donc là, pareil, une merveilleuse animation qui n'est pas. Mais comment on va passer à l'action? D'abord, on va partir du grand rêve, de la grande vision, et on va se poser des questions. Concrètement, qu'est-ce que j'ai à faire? Qui je dois rencontrer? Quelles compétences je dois développer? Je vais commencer par partir par les grosses étapes et ensuite sur les petites étapes et je vais décomposer ça en petites actions. Imaginons, hop, si j'ai bien mon curseur, que je veuille courir le marathon de Paris, le prochain, qui a lieu le 8 avril 2019, au cas où ça vous intéresserait. Je vais me dire, voilà, quelles sont les grandes étapes? A priori, je vais devoir, il y a une étape sur l'entraînement sportif, évidemment. Mais je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne suis pas super sportive, je veux être accompagnée par toute une équipe médicale. Et certainement, il y a des formalités à remplir, je dois m'inscrire et voilà. Donc, je note déjà les grandes étapes. Ensuite, je décompose. Cet entraînement sportif, comment ça va se passer? Peut-être que j'ai besoin d'un coach. Voilà, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne vais pas me lancer dans les 42 km demain matin. J'ai besoin d'un coach qui décompose les choses, qui me dit ce que je dois faire et comment. Ça, c'est important. J'ai certainement aussi besoin de matériel, de chaussures vraiment adaptées, peut-être d'une tenue vraiment bien, d'un chronomètre, que sais-je. J'ai besoin de matériel. Et donc, concernant le suivi médical, je vais faire un bilan médical pour savoir si voilà, mon cœur va bien, tout va bien. Je vais aller voir une nutritionniste aussi qui va me dire quel régime adopter pour y arriver. Et je vais certainement aller voir mon ostéopathe également qui vérifie que tout va bien, que mes jambes sont bien alignées, que je ne risque pas de me faire mal. Concernant les formalités, je dois m'inscrire bien sûr et je pose des congés parce que je n'habite pas près de Paris. Je vais prendre quelques jours avant et certainement quelques jours après pour m'en remettre. Donc, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Donc, nous sommes en septembre, le marathon de Paris est le 8 avril 2019, donc je vais décomposer mes actions et les poser sur mon échelle. Donc, au début, donc l'animation préconisait que je contacte d'abord mon coach, ensuite que je prenne mon rendez-vous médical, donc avec mon docteur, que je m'achète mes baskets. Ensuite, mon coach va me dire, voilà, ton programme pour arriver à courir ces 42 km, d'abord, tu vas faire les 7 km ici, ensuite les 10, les 20, les 30 et les 42, ça sera au mois de mars. OK. Donc ensuite, je vais penser à m'inscrire au mois de novembre. Là, je vais aller voir ma nutritionniste. Ici, je vais voir mon ostéopathe. Et ici, je vais faire le repérage de la course. Voilà. Et hop, hop, hop. Le jour de la course, le 8 avril 2019, je serai sur la ligne de départ. Excusez-moi. Voilà. Là, je vous ai décomposé quelque chose d'assez simple finalement. Courir le marathon de Paris, il y a des grandes étapes. Alors, clairement, je n'y connais rien. Ne prenez pas ça pour argent comptant et ne vous dites pas que je vous ai donné l'astuce pour arriver à courir le marathon de Paris. Ce n'est qu'un exemple très théorique. Certains projets… Surtout, tout le monde est différent. Clairement, exactement. Donc voilà, c'est vraiment un titre d'illustration. Certains projets demandent beaucoup plus d'étapes et de sous-étapes et d'actions, etc. Et parfois, on se sent au pied de la montagne et on se dit, voilà, toutes ces étapes que je vais devoir traverser, puis d'abord, je vais commencer par ça, mais après, il ne faut pas que j'oublie de demander à un tel, etc. Et en fait, on a l'impression d'avoir un chemin sinueux comme ça tout le long de la montagne pour arriver à l'objectif, et ça peut être très, très décourageant. Et dans la formation, je vous expliquerai comment inverser un peu la vision des choses, partir de l'objectif pour ensuite partir à rebours vers aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, pour que ça soit plus facile et qu'on ne se perde pas dans des méandres
de freins qu'on peut se poser ou de choses comme ça. On va partir de l'objectif et on va voir ce qu'il nous reste à faire pour y arriver. Donc, on va passer à l'action. On va reporter toutes ces... toutes ces étapes-là, on va les reporter dans notre agenda, on va les mettre dans notre téléphone qui va nous rappeler. On a des petites notifications sur notre téléphone qui nous disent « c'est mardi, c'est l'heure d'aller courir ». Voilà, on va passer à l'action. Et le jour J, on y va, on s'y met. On a prévu ce planning-là, on ne se trouve pas d'excuses et on fonce. Et vous verrez que là, les peurs, finalement, elles ne sont plus tellement présentes. Donc, après, il s'agit effectivement, on en a parlé tout à l'heure, de rester persévérant, de rester motivé. Une des techniques pour rester motivé, parce que comme on disait, il y aura toujours des freins, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, ou même nous qui allons nous décourager pour certaines étapes. Pour contrebalancer cette partie un petit peu difficile, la clé, c'est d'éprouver de la gratitude et de la satisfaction pour chacune des étapes qu'on a franchies. Par exemple, ça faisait des mois que je me disais, il faut vraiment que j'appelle un coach pour faire ce marathon-là, vraiment, il faut que je fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais aujourd'hui, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai trouvé le bon coach et j'ai pris rendez-vous, je le vois demain. Voilà, je l'ai fait, je suis contente. Alors, vous pouvez le fêter, le célébrer de la manière dont vous voulez. Vous pouvez aller boire un coup avec des amis, vous pouvez manger une charlotte au chocolat. Quoi, c'est peut-être pas le bon exemple avec mon marathon. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous fait plaisir ou juste dites-le vous à vous-même, je suis fière de moi. Il y a très peu de moments dans la vie où on se dit on est fier de nous. Pareil, hein, c'est partie de notre éducation, c'est très vaniteux de dire qu'on est fier de nous. Mais là, clairement, on se le dit à nous-mêmes et on a bien le droit de se le dire, personne ne va nous critiquer. Et même on peut le dire aux autres parce qu'on peut en être fier. Clairement, on est passé à l'action alors qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, qui restent à l'étape de rêve, de projet, de lubie, et qui ne sont pas passés à l'action. Nous, on l'a fait petit bout par petit bout, et chaque petit bout franchi, il faut l'apprécier et se dire que vraiment, c'était bien. Vraiment, on peut être fier de nous. Et puis, pour reprendre ce principe de la loi de l'attraction qu'on a évoqué tout à l'heure, il faut lâcher prise. Quand on est dans cette énergie-là, cette créativité-là, parce qu'il s'agit de ça, on va créer quelque chose, quoi que ce soit. Quand on est dans cette énergie positive, optimiste, dans cette bonne vibration, automatiquement, il y a des choses qui vont nous arriver, des opportunités qui vont se mettre sur notre chemin et qu'on n'est peut-être pas attendu sous cette forme-là. Imaginons que le coach avec lequel je voulais vraiment travailler parce que j'avais vu son CV, c'était vraiment ce que je voulais, Monsieur Dupuis, voilà, c'est vraiment celui avec qui je voulais travailler, mais Monsieur Dupuis n'est pas disponible. Et du coup, ça sera Madame Durand qui va me coacher. Alors au début, je peux dire non, mince, ça ne va pas, puis la loi d'attraction, ça ne marche pas, parce que vraiment, j'avais Monsieur Dupuis, je l'ai même mis sur mon tableau de visualisation. Comment ça se fait que c'est Madame Durand qui finalement va me coacher? Moi, ça ne va pas du tout ce rêve-là. Marie-Lise m'a dit n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Mais peut-être que, en fait, c'est Madame Durand qui est la plus à même de vous accompagner parce que c'est elle qui vous correspondra le mieux, qui saura mieux comprendre comment vous fonctionnez, qui saura le mieux s'adapter à vous. Donc, restez ouvert à ce qui peut arriver, au changement de cap. Restez adaptable et souple en vous disant que il n'y a peut-être pas de hasard. Si ça s'est passé comme ça, ou si vous avez échoué à un moment donné, c'est peut-être pour rebondir différemment derrière. Donc, restez motivé, ne lâchez pas la bride finalement, continuez à avancer, suivez votre planning sans vous décourager parce que votre objectif, il est là. Votre objectif, rappelez-vous que c'est plus de plaisir, de liberté et ça, quelque part, ça se gagne et ça ne se gagne pas en restant assis dans le canapé à se dire qu'un jour, on va le faire. Ça se fait en le faisant, en l'expérimentant. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas aussi simple que ça, mais voilà, ça demande vraiment, vraiment d'investissement. Mais c'est tellement un bonheur derrière, c'est tellement une satisfaction de tous les jours d'avoir surmonté tout ça, d'y être arrivé et de toucher du doigt cette liberté dont on parlait tout à l'heure, Laetitia, de ne plus avoir à stresser dans les bouchons, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y a eu pas mal d'échanges entre les personnes sur le chat qui validaient ce que tu disais. D'accord, c'est bien, ça me rassure. Le coach qui est impératif sur les chocolat. Se féliciter à chaque étape. Ouais, Steve, c'est pas chocolat. Le chocolat, mais noir le chocolat. Mais oui, noir, pas blanc, bien sûr, Steve. On peut être un peu souple. Un vrai chocolat noir, on a le droit. Dedans, il y a du magnésium, c'est très bon, il y a du fer. C'est très, très bon.
Donc, on peut se permettre quand même. Mais pas trop. Voilà, c'est ça. Je n'applique pas toujours ce que je devrais faire, mais j'avance. Et ben voilà, c'est l'essentiel. On avance à son rythme. On ne se fixe pas d'objectifs de dingue. On ne se dit pas que demain matin, on va courir 42 km, surtout moi. On fait ce qu'on peut. On arrête de se comparer aux autres. Notre rêve, c'est notre rêve. Il est personnel. C'est pas parce que ma copine l'a fait d'une façon différente ou plus rapidement que moi que je dois en éprouver du chagrin. Non, chacun a sa voix, chacun a son bagage, chacun ses capacités. On a tous nos compétences. Et si nous, on doit prendre plus de temps pour faire les choses, c'est que c'est très bien comme ça. C'est que si ça allait trop vite, ça n'aurait pas été forcément. Donc, on y va cool. On ne se met pas la pression. Réaliser un rêve, c'est beaucoup de plaisir. C'est aussi, effectivement, des contraintes, puisqu'il y a des choses à faire, de passer l'action. Mais je ne sais pas toi, Laetitia, mais moi, je n'ai jamais trouvé que c'était, je n'ai jamais considéré ça comme une contrainte au sens du travail. Le travail, effectivement, étymologiquement, c'est une contrainte. Mais réaliser sa passion, ça ne m'a jamais pesé. Alors, c'est parfois fatigant, parfois fastidieux, mais je m'éclate. Donc, je ne considère pas ça comme une contrainte. Même s'il y a des effets parfois un peu moins agréables. Il y a des choses côté administratif, tout ça, ce n'est pas forcément agréable. Mais à côté de ça, on y trouve tellement de plaisir et de bien-être que, voilà, ça compense. Ouais, souvent, moi, ce que je dis, c'est comme quand on veut faire l'effort de partir en voyage, un beau voyage qui demande un investissement, qui marche plein de démarches différentes, de construire en fait ce voyage. Ce qui est important, c'est que la destination soit suffisamment motivante pour qu'on ait envie d'investir du temps, de l'énergie pour aller vers ça. Et finalement, aller réaliser un rêve, c'est construire justement ce voyage qui va nous émerveiller. Et même s'il y a des petites galères, bah, y a quelque chose qui n'est pas passé à la douane, on a perdu un bagage en route. Bah, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter à cette galère-là et continuer à profiter du temps qu'on passe dans ce voyage. De toute façon, les bagages vont être retrouvés à un moment donné. Bah, il nous manque quelques affaires, mais c'est pas grave. C'est l'occasion d'aller découvrir des petits magasins ou plein de choses, de voir lâcher prise en Et, fait. et quelques années plus tard, on ne se rappellera que des beaux paysages qu'on a vécus, ou bien on rira de ces petites galères qu'on a vécues. Mais souvent, voilà, on va retenir que les aspects positifs, le décalage horaire et la fatigue qu'on peut éprouver sur le coup, c'est pas ça dont on va se rappeler finalement. Hein. Donc son exemple est vraiment celui-ci. Alors, je regarde les autres interventions. Le rêve Alors, est-il l'ambition? Oui, c'est ça. Le rêve est-il l'ambition? Oui, dans le sens positif du mot ambition. L'ambition, parfois, a une mauvaise connotation. Mais oui, je pense qu'on peut le considérer que c'est une ambition de réaliser son rêve. Donc oui, clairement. Après, voilà, est-ce que c'est une ambition professionnelle? Pas toujours. Dans la formation, on revient aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'un rêve, ce n'est pas forcément changer de vie, clairement. Mon rêve, ça peut être de chanter dans le karaoké, de me mettre à la poterie, de d'écrire des petites histoires pour mes enfants pour qu'ils endorment le soir. Ça peut suffire à enchanter ma vie, à la rendre un peu plus légère, un peu plus sympathique. Ça peut m'aider à surmonter des réunions de travail épuisantes en me disant que, chouette, ce week-end, je vais faire ce qui me plaît, je vais faire mon rêve, je vais les chanter, je vais aller écrire. Ça peut juste être ça. Attention, un rêve, ce n'est pas une transformation radicale de notre vie, clairement. Il y a différentes formes de rêves. Ouais, je pense que c'est important. Et il y a la notion aussi de chemin. Tu le disais tout à l'heure, en coupant les petites étapes, ça permet de prendre conscience que le chemin fait partie du rêve. Le fait d'être en train de réaliser son rêve, ça devrait déjà être une aventure constructive. Complètement. Alors Steve nous explique pourquoi pas de chocolat, caféine plus théine plus chocolat, même molécule, attention au mélange. Alors Steve a écrit un livre sur comment expliquer ça, sur le bien-être en général et sur le sport aussi de manière très pédagogique que je vous encourage à découvrir. Steve Vines, vous trouverez son livre sur Amazon notamment, donc je comprends pourquoi il intervient dans ce sens-là. Alors, comme un accouchement, on ne se souvient au final que de la joie de notre enfant dans les bras, c'est exactement ça. Même si on aime raconter son épisio, mais c'est vrai que voilà, ce qu'on retient, c'est cette joie, voilà, incommensurable d'avoir cet enfant dans nos bras. Et après l'épisio, franchement, c'est le détail pour faire peur à celles qui n'ont pas encore eu d'enfant, comme disait Florence Oraski.
ça. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la suite. Je n'ai pas tout lu. Réaliser des petits succès, dit Steve. Oui, tout à fait. C'est pas mal du tout. Voilà, ok. Donc, oups, je vais trop vite. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai créé une formation qui permet d'aller un peu plus loin dans tout ce que je vous ai présenté là, parce que là, on a un peu survolé les concepts. Donc, ces formations se composent sous 3 ateliers. Est-ce qu'on voit bien? Si je mets comme ça, oui. Hop. En fait, le premier atelier sera précédé par un cahier de rêve qui va vous être envoyé dès l'inscription. Donc, ce cahier va vous permettre de vous poser les bonnes questions, de savoir où vous en êtes, vous, avec vos rêves. Est-ce que vous en avez déjà réalisé? Est-ce que vous en avez en tête ou pas du tout? Est-ce que il y a, quand vous imaginez réaliser un projet, une petite voix malfaisante qui vous freine et qui vous bloque? Voilà, je vais vous proposer de vous poser déjà ces bonnes questions pour faire le point sur où vous en êtes de la réalisation des rêves. Ensuite, nous allons donc revoir un peu tout ce qu'on a vu, mais aussi comprendre et identifier vos réelles motivations, parce que c'est ça qui va vous permettre de durer, finalement, de continuer à être motivé jusqu'au bout. C'est de comprendre quelles sont nos motivations, de révéler nos rêves grâce à 5 petits jeux. Donc, on en a vu 3 qu'on va bien sûr développer et en découvrir 2 autres qui sont très efficaces aussi. On va apprendre à écouter notre intuition. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure. On va essayer de développer ça. C'est très, très important et très enrichissant. Et ensuite, on va établir la liste de nos 3 rêves. Et ensuite, donc, il y aura ce qu'on appelle un coaching collectif, où là, je répondrai à vos questions à la fin de l'atelier. Ensuite, dès la fin de l'atelier, en fait, on va dire 48 heures. Pourquoi? Parce que ces cahiers, bien sûr, sont prêts, mais je me réserve le droit d'intégrer des choses, des questions que vous m'aurez posées pour y apporter des réponses, par exemple, dans le cahier, pour que voilà, ce cahier reste adaptable en fonction de vos attentes aussi. Donc, on va dire dans les 48 heures, vous recevrez le deuxième cahier de rêve. Nous reviendrons donc sur cette partie-là qui est essentiellement consacrée aux peurs. Donc, je vous proposerai un petit test pour vous repérer donc sur la courbe du changement. Vous apprendrez à jouer avec vos peurs en les regardant bien en face. Des astuces aussi pour changer votre monde intérieur, des choses très concrètes et très faciles à mettre en place, vous verrez. Ensuite, on va reparler du problème du temps et de l'argent, parce que clairement, c'est un peu le nerf de la guerre. Et on va voir comment faire avec, comment contourner, comment débloquer ce frein-là. Et on va aussi voir comment transformer nos freins en accélérateurs de rêve. Arrêtez d'être bloqué sur ces freins-là. Ensuite, donc dans les 48 heures, votre troisième cahier de rêve, qui va vous permettre finalement de mettre en application, les cahiers de rêve suivants, mettre en application tout ce qu'on aura vu dans le premier atelier. Vous pourrez passer à l'action déjà. Et il faut d'ailleurs passer à l'action tout de suite après l'atelier. Et donc, nous allons passer au troisième atelier où vous allez présenter très fièrement ce projet ou ce rêve que vous avez envie de réaliser. Ensuite, vous allez établir une liste de vos supporters. C'est important, on l'a vu tout à l'heure. On va élaborer un plan d'action très précis, étape par étape, avec un planning très structuré. Et on va apprendre à rester zen et motivé de manière concrète. Et ensuite, bien sûr, le quatrième cahier de rêve viendra clôturer cette formation. Alors, voilà je pense qu'il est important de donner peut-être les dates des ateliers, sachant que donc ce sont des vendredis en fin de journée, ce sont les 14 septembre, le 28 septembre et le 12 octobre. Et comme d'habitude, pour ceux qui ne peuvent pas suivre l'atelier en direct, vous pouvez bien évidemment le regarder en différé, en replay, puisqu'il sera disponible aussi de cette façon-là. Exactement. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ces ateliers vont m'apporter, qu'est-ce qu'ils vont changer dans ma vie. Alors, donc, merveilleuse animation, imaginez-la. Donc, ça va vous permettre d'avoir une vision et des objectifs plus clairs, parce que pour l'instant, c'est peut-être un peu encore nébuleux. Vous allez développer votre confiance en vous, on en a parlé tout à l'heure. Le fait d'éliminer ses peurs et d'être conscient de ses capacités, de ses atouts, de ses compétences, ça va nous permettre quand même d'acquérir une belle confiance en nous. On va gagner en motivation et en énergie parce qu'on va réellement passer à l'action. On va identifier et éliminer ces croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. On va aussi redonner du sens à notre vie en y apportant cette touche un petit peu, j'allais dire magique, mais en fait, on n'est pas dans la magie, on est dans le concret, mais on va réaliser quelque chose qui nous fait du bien. On va être plus efficace et productif parce qu'on va arrêter de rêver finalement pour passer à l'action.
Et on va avoir, voilà, comme je disais, le déclic pour passer à l'action. Et peut-être, ensuite, passer à une nouvelle vie. Mais ça ne dépend pas de moi. Moi, je vous donne juste le déclic pour passer à l'action. La nouvelle vie, elle aura lieu si vous investissez réellement et si vous cherchez réellement comment mettre en application votre rêve. Si vous me dites que vous voulez devenir boulanger demain, clairement, je ne sais pas quelle formation vous conseillez ou quel formulaire B42 remplir, je n'en sais rien. Et il y a tellement de rêves différents dans la vie que bien sûr, je n'ai pas la prétention de pouvoir vous aider concrètement. Là, ça sera à vous de trouver la bonne méthode pour y arriver. Moi, je vous aide juste à définir vos rêves, à surmonter vos blocages, à être efficace, productif, à avoir cette belle énergie, cette belle confiance. Et ce sera à vous, en fait de créer cette nouvelle vie qui vous attend et qui va vous apporter plus de plaisir, de liberté, de sérénité. Voilà, c'est important de le dire. Je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses à tout. Je veux juste partager mon expérience, mon énergie, mon optimisme et aussi ma méthodologie. Voilà. Je voulais préciser ça. Donc, ces ateliers-là, donc comme tu l'as dit, donc ce sera le 14 septembre, on va aborder le thème Oser rêver, le 28 septembre, Oser y croire et le 12 octobre, Oser réaliser. Il y a donc ces 4 cahiers de rêves qui vous seront envoyés automatiquement et ce coaching collectif à la fin de tous les ateliers. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est un tarif spécial webinaire pour donc les personnes qui ont suivi ce webinaire ce soir. Exceptionnellement, le tarif est de 99 € pour ces 3 ateliers-là au lieu de 129 €. Voilà. Donc, Hop. vous retrouvez l'offre comme d'habitude au-dessus du chat pour ceux qui sont intéressés et qui veulent voir les détails, comme d'habitude, dans le petit encart bleu. Voilà. Et donc, je voulais finir avec cette belle phrase de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Ouais. C'est un beau mot de la fin, je trouve. Ah, alors, je vais désactiver le partage d'écran. Hop. Voilà. Ça y est, on me voit? Oui, on te voit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y a toujours des retours. Sylvette qui dit à 52 ans, je ne peux pas me permettre de perdre du temps. Et parfois, il faut prendre le temps pour faire les choses. C'est ça. C'est un investissement en fait. À 52 ans, la vie n'est pas finie. Il y a encore plein de choses à faire. Surtout de nos jours, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. En fait, c'est ça. La vie, c'est continuer à rêver. Arrêter de s'arrêter aux barrières mentales comme le fait d'avoir 52 ans, qui est c'est le milieu de la vie finalement, donc il reste toute l'autre moitié. Et voir comment vous voulez occuper votre temps, qu'est-ce que vous voulez faire de ce temps, dans quoi vous voulez l'investir pour pouvoir réaliser vos rêves ou est-ce que vous préférez stagner en fait dans ce que vous avez déjà. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix et ça peut être effectivement une réflexion de se dire pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour moi. Pour l'instant, j'ai besoin de me ressourcer parce que j'ai vécu quelque chose de compliqué ou parce que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Il faut, comme je disais tout à l'heure, être dans la bonne énergie. Mais tout est une question de choix, c'est-à-dire est-ce que c'est plus inconfortable de rester dans cette situation-là où je ne ressens pas de plaisir, ou est-ce que c'est plus inconfortable de passer à l'action, voilà, c'est quand même ça demande un investissement. Il faut peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère rester dans cet inconfort ou passer à l'action et travailler, être dur pour y arriver. Finalement, dans la balance, il faut choisir, mais il ne faut pas se reprocher parfois de prendre le temps de faire les choses. On n'est pas pressé. Non. Moi, ça a mis quelques années pour moi d'accepter ça, de me dire que finalement, je pouvais prendre ce congé d'abord pour me consacrer à ma passion. Ce n'est pas facile quand on travaille 20 ans dans la même société de se dire, bon, tiens, je vais arrêter d'être payé tous les mois et puis je vais commencer à écrire. Ce n'est pas très confortable. Ça prend du temps, une réflexion et la vie, heureusement, a mis sur mon chemin des messages qui m'ont dit, vas-y, fonce, là, c'est le bon moment. Tous les feux sont verts, vas-y, arrête d'écouter tes peurs. Et Dieu sait que c'était compliqué. Mais je ne le regrette pas du tout, clairement. Et oui.
Et Steve qui témoigne en disant qu'il a réalisé beaucoup de rêves et d'autres non, mais mieux que l'auto, surtout que la motivation et l'organisation fera la différence. Et oui. Exactement. Sylvette veut se Sylvette, reconvertir. eh oui, c'est une bonne idée. 52 ans, c'est jeune, mais clairement. Ouais. Eh oui. Dans la vie, on n'a pas qu'un rêve, car tout est impermanent. On réalise un rêve et ensuite, on a envie d'autres rêves, mais souvent, son rêve est difficile à trouver. C'est vrai, parfois c'est un peu nébuleux tout ça. On a plein d'idées en tête, mais finalement, j'ai une amie qui est comme ça, qui me dit toujours, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, je sens que ça ne va pas. Mais quoi? Je suis douée pour rien. Donc, elle est dans la phase un peu dépressive, en fait. Et je ne suis douée pour rien, et je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Voilà, donc c'est chouette, elle va pouvoir bientôt remonter. Mais voilà, c'est pas forcément évident. Donc, il faut aussi prendre le temps parce que parfois, voilà, pendant 5 minutes, enfin pendant 5 minutes, pendant quelques secondes, on se dit, ah ben moi non, moi j'ai pas de rêve, voilà. Et puis on passe à la suite, notre vie continue. Et si on prenait 2 minutes pour s'asseoir à notre bureau, prendre une feuille, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, et, euh, et commencer à y réfléchir. Ok, allez, alors quel rêve? Alors on peut faire les petits jeux que je vous ai proposés tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite? Quelles sont mes compétences, etc. Commencer à construire ma boîte à rêves et voilà, et continuer. Prendre ce temps pour soi, s'accorder ce temps pour soi qu'on ne prend pas généralement. Euh, et c'est bien dommage, mais voilà, il faut s'accorder du temps parce que c'est important. Notre vie est super courte finalement et il faut la remplir de choses merveilleuses. C'est dommage sinon. Oui. Après, souvent, il y a cette piste au niveau des rêves de jeunesse, entre guillemets, qui ont été avortés parce qu'on s'est auto-censuré. Et maintenant, on se dit, oui, mais je rêvais de ça avant, mais maintenant j'ai vieilli, j'ai plus le temps. Et on s'auto-censure. Et il y a vraiment cette notion de, à un moment donné, se repositionner en se disant, est-ce que ce rêve, ça fait encore partie des choses que j'aurais envie de réaliser si j'écoutais pas le côté qui me disait que c'est pas possible. Et souvent, il y a des jolies pistes de ce côté-là. C'est ça. On a pris le temps de laisser décanter les choses, d'avoir les conditions pour pouvoir, à un moment donné, retourner à ce rêve pour pouvoir le réaliser. C'était juste pas le moment. Voilà, on n'était pas prêt à ce moment-là. Peut-être que si on l'avait réalisé à ce moment-là, ça aurait été désastreux pour je ne sais quelle raison. Peut-être que voilà, on n'était pas prêt à vivre cette chose-là. Et maintenant, voilà, c'est le bon moment. On doit le ressentir au fond de soi. On parlait d'intuition tout à l'heure. On doit le ressentir que ça vibre et que c'est quelque chose d'un peu magique. Quand Erol, mon éditeur, m'a contacté pour me proposer de travailler avec lui, j'ai ressenti ces vibrations dont je vous parlais tout à l'heure dans le cœur, mais entièrement. Je savais que c'était le bon choix et que vraiment ça résonnait en moi et je ne le regrette pas. C'est vraiment un éditeur avec lequel j'aime beaucoup travailler et je savais que c'était bon pour moi. Je n'avais aucun doute. Il faut savoir s'écouter et voilà, et savoir écouter le bon moment aussi. Alors Aurélie nous dit, parfois on part pour réaliser un rêve, on est obligé de les arrêter, mais sans que ce soit notre faute. Dans ces cas-là, souvent compliqué de rebondir et de se remettre en question. Est-ce vraiment le bon rêve au fond? Là est toute la question, effectivement. Oui, effectivement, est-ce que c'était le bon rêve? Est-ce que c'est le bon moment? C'est une question de timing, mais je suis sûre que si on a commencé à réaliser ce rêve-là et que ça ne s'est pas passé comme prévu, on a appris des choses. On n'est plus la même personne que celle qui a vécu ce rêve-là il y a quelques années. On a évolué, on a progressé, on sait ce qu'on veut désormais davantage. Et donc, comme on n'est plus cette même personne, le rêve, si on le reprend, on ne le fera plus de la même façon. On sera peut-être plus vigilant, on s'accordera plus de temps, je ne sais pas. On aura en tiré des enseignements, quoi qu'il en soit, de cette première expérience. Donc, rien ne nous empêche de continuer. Oui. Donc, y revenir plus tard, dans de meilleures conditions. C'est ça. Appelons ça le karma. C'est ça. Aurélie, tout dépend de ton ressenti et voir si cela reste un besoin pour que tu te sentes bien. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, tout est là. C'est de savoir ce qui est bon pour nous, de savoir si ça vibre, de savoir si ça nous correspond à nos valeurs, à ce qu'on attend de la vie aujourd'hui, en fait. Oui, il y a cette notion. C'est vrai que la vibration, c'est important, le côté où est-ce que rien que de penser que vous pouvez potentiellement y arriver, ça vous met en joie? C'est ça. C'est exactement ça. La question est là. La réponse est là. Il n'y a pas que y arriver qui vous met en joie, c'est aussi le chemin qui vous amène là qui vous met en joie. Oui. Et le chemin, il ne faut pas l'imaginer forcément rempli d'embûches, sachant qu'il y en aura, d'accord, mais il ne faut pas les voir, il ne faut pas que ces embûches-là nous freinent et nous empêchent d'y aller. Il y en aura, mais
il faut avoir la certitude qu'on saura les surmonter, qu'on a cette capacité tous en nous finalement à, à retrouver un état d'équilibre. Si je me rappelle bien, ça s'appelle l'homéostasie, où même si on est un peu bouleversé à un moment donné, on retrouve cet état d'équilibre parce que c'est en nous. On a cette capacité à rebondir, et plus on le fait, et plus on a cette capacité à rebondir plus vite en tout cas. Donc, ayons confiance un petit peu en nous. Je pense qu'on en manque cruellement dans cette société. Et en faisant les choses, on se dit que finalement, on a les ressources en nous. Il faut vraiment y croire. Ouais. Et que Ouais, c'est si d'autres important. personnes y sont arrivées, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas nous. On n'est pas, euh, voilà, on n'est pas moins compétente, moins douée, non, c'est juste qu'on croit moins en nous. Les personnes qui réussissent se posent parfois moins de questions et elles font les choses sans craindre de ne pas y arriver. Elles pensent qu'elles vont y arriver. C'est un peu la différence. Ouais. C'était Churchill qui disait la réussite, c'est. Alors, je vais peut-être le tordre un peu, mais ça ressemblait à ça. La réussite, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. C'est ça, c'est exactement ça. De tirer des enseignements de ces échecs, en fait. Ouais, pour après réussir, au final. Voilà, exactement. Il faut échouer. Oui, il y a une autre citation que j'ai lue Non, récemment, c'est mais le je ne saurais pas la. succès, c'est ça. Mmh. C'est ça, hein. C'est se relever malgré tous ces échecs. C'est ça qui nous rend plus Mmh, forts. Parce que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. exactement. C'est ça. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. C'est vrai que c'était une conférence qui était très intéressante et c'est agréable de voir ton enthousiasme et ta joie de vivre et ce côté punchy. J'ai peut-être parlé un peu vite, je suis désolée, c'est mon côté punchy qui ressort. C'est ça, c'est que tu es pleine d'énergie et d'enthousiasme et Ah, c'est agréable. Tout le monde a bien. Il y a eu beaucoup de participation sur le chat et je vous en remercie aussi tous d'avoir animé le chat. C'est toujours agréable. Euh, du coup, je vous invite à découvrir l'offre spéciale de cette conférence que vous retrouvez, donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans le petit encart bleu au-dessus du chat. On espère vous retrouver nombreux le 14, nombreux et nombreuses. Moi, je vais te remercier d'avoir participé à ce temps de conférence et de l'avoir si bien animé. Et moi, je te dis au 14, je vais te laisser le mot de la fin. Je remercie tout le monde d'avoir été là et de nous avoir regardé, écouté et d'avoir aussi bien participé. Merci à tous et moi, je vous dis à très bientôt. Je te laisse le mot de la fin. merci. Alors moi aussi, je voudrais tous vous remercier d'avoir été présents, aussi nombreux, d'avoir aussi bien participé. Et voilà, vraiment, j'aimerais que vous ayez, si vous deviez retenir une seule chose de cette conférence, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves, parce que vraiment, ça en vaut le coup. Notre vie est courte, alors rendons-la merveilleuse. Et pour ça, il faut croire en nos rêves. Voilà. Merci à tous et j'espère vous retrouver nombreux le 14. À bientôt.